Bonsoir les amis, merci d'être si nombreux, mais nous savons que la recherche de Philippe Méry vous intéresse, il a déjà écrit un livre magnifique. Nous avons eu le plaisir de tourner 2 films, et aujourd'hui la conférence, elle va être enregistrée et vendue ensuite à 10 € pour ceux qui voudront avoir l'enregistrement. Le son arrive bien? Je suis heureuse aussi d'être aujourd'hui avec notre ami Joanne, qui est rédacteur en chef de la Gazette René Château. Ah oui, moi j'ai oublié de me présenter, je suis Małgorzata Dybowska. Je suis responsable de la société de production de films Dybowska Productions. Et avec mon cher époux, nous avons tourné au moins 500 films que vous pouvez avoir sur notre site. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Je donne la parole à Joanne. Et ensuite, notre ami va commencer. On va essayer. Merci bien, bonsoir à tout le monde. Je ne vais pas monopoliser la parole. Tout simplement, la Gazette Rennes Le Château est un site virtuel. En encodant Gazette Rennes Le Château dans Google, vous allez trouver le site de la rédaction. On vous propose des études, des interviews, des présentations de conférences comme celle-ci pour être au courant de l'actualité de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Bugarage et le département de l'Aude. Je vous souhaite une excellente soirée. Passe la parole à Philippe Méry. J'ai ce qu'il me faut, j'ai pas besoin de micro. J'en ai déjà 3 sur le paletot. Bon, il est de bon ton de commencer une conférence par des remerciements. Et c'est vrai que j'insiste pour remercier Dybowska, le studio Dybowska, parce qu'ils font un travail remarquable. Ils mettent en valeur des gens qui ne sont pas connus. Ils amènent des informations qui sont vraiment très utiles. Et c'est pas, franchement, leur brosser le poil dans le bon sens que de dire qu'il faut s'intéresser au travail qu'ils font, parce qu'ils méritent l'attention. Et donc, je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Voilà pour la première chose. Les applaudissements vont vers eux. La deuxième personne que je voulais remercier, c'est celui qui voulait me revendre un de ses micros, Johan, parce qu'il fait là aussi un travail bénévole assez extraordinaire, pas rémunéré ou très mal rémunéré, et il est toujours au courant de tout ce qui se passe. Il met un point d'honneur à être le plus impartial possible et à donner des informations. Il donne beaucoup d'informations et c'est franchement un travail exceptionnel qu'il fait. Et il va même jusqu'à aller vérifier sur le terrain si ce qu'on lui a raconté est vrai. Donc il va falloir que je fasse attention ce soir à ce que je vais dire. Et donc, cher Johan, sois remercié et même applaudi parce que tu le mérites vraiment. Bon, les efforts physiques pour vous sont terminés. Vous allez pouvoir dormir tranquillement. Il est de bon ton aussi, au début d'une conférence, de se présenter. Généralement, on étale ses examens, ses diplômes, son histoire. Je ne vais pas vous ennuyer, j'ai rien de tout ça à vous raconter. Par contre, je vais vous raconter vous donner quelques dates importantes qui ont jalonné ma vie, et en fait c'est une histoire en 5-7 gagnants. Donc c'est pas une histoire de tennis, hein, c'est 5-7 le chiffre. Le premier chiffre dont je vais vous parler, c'est 1947, c'est une année exceptionnelle, puisque c'est celle de ma naissance, que je suis né à Saint-Germain-en-Laye. Je savais que ça allait vous faire marrer, mais c'est pas de moi que je voulais parler, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais je suis né à Saint-Germain-en-Laye, où le même mois, septembre, Louis XIV est né. Alors juste au passage, je tiens à vous rappeler pour ceux qui ne le savent pas que Louis XIV n'a jamais été le fils de Louis XIII, qui n'avait pas les capacités physiques d'engendrer. Mais c'est un petit détail comme ça au passage, je l'escamote un petit peu. Autre détail, à Saint-Germain-en-Laye, qui est le plus grand musée de la préhistoire, vous retrouvez le seul trésor qui a été trouvé officiellement à Rennes-le-Château. Alors ça, je suis bien sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent ça. Il a été trouvé en 1939 au pied de la tour Magdala, alors où, je ne sais pas exactement, c'est toujours pas moi qui les ai trouvés non plus, une quantité de pièces importantes en or, chiffrée à 20 000 €, je crois, de mémoire, de monnaie de l'époque, hein, traduite en monnaie. Donc c'est assez exceptionnel et vous la trouvez très facilement dans ce fameux musée. Et puis en 1947, il y a eu un événement qui, à mon avis, est un événement déclencheur très important. Vous savez ce qui s'est passé en 1947 ? Pardon ? L'indépendance de l'Inde. Ouais, je suis pas sûr que ça intéresse grand monde, mais c'est vrai, c'est pas l'événement que je voulais vous faire dire. Non, il y a eu un clash, le crash
à Roswell, 1947. Pour moi, c'est un événement fondamental dont on va parler aujourd'hui, forcément, et qui a déclenché beaucoup de choses, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ça, c'est le premier set. Le deuxième set, c'est 1957. J'ai 10 ans et j'arrive pour la première fois à Rennes-les-Bains en suivant docilement mes parents qui faisaient une cure dans le coin. Et là, je fais connaissance d'un village très animé où on n'imagine pas aujourd'hui Rennes-les-Bains comme ça. Il y avait 4-5 hôtels, des restaurants, enfin, c'était fou. À Rennes-les-Châteaux, par contre, il n'y avait personne. Et mes parents sont un conseil que leur avait donné le rhumatologue qui les soignait. Le rhumatologue en question avait dit à mes parents, vous devriez, vous qui vous intéressez à l'histoire, aller à Rennes-le-Château. Il y a un monsieur là-bas qui fait des fouilles, qui est très intéressant et qui est passionné par les Visigoths. Moi, les Visigoths, à 10 ans, il y avait les Ostrogoths, il y avait plein de choses comme ça, c'est pas très intéressant. Néanmoins, on est allé à pied d'ici jusqu'à Rennes-le-Château. Et là, on a rencontré Noël Corbu, que dont certains d'entre vous connaissent le nom. Et ce monsieur m'avait marqué, j'en parlais il n'y a pas longtemps, parce qu'en fait, il nous a accueillis. Il avait on était en plein mois d'août, il faisait une chaleur comme aujourd'hui. Il avait une espèce d'écharpe en fourrure. En fait, c'était un blaireau vivant qu'il avait domestiqué et trouvé dans des ruines et qui promenait en permanence autour de son cou. Je vais vous dire, ça marque hein, quand même. Donc, vous imaginez le personnage. Et ce personnage a entrepris mes parents et leur a parlé pendant plusieurs heures des Visigoths. Et donc moi, les Visigoths, j'en avais rien à foutre, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mes parents étaient très intéressés parce qu'ils s'intéressaient à tout ce qui était histoire. Et il est même allé, et ça m'avait marqué, il avait été chercher des artefacts qu'il avait trouvés. Donc il expliquait qu'en fait les Visigoths avaient une capitale qui était à Toulouse et que de Toulouse ils étaient passés à Carcassonne et de Carcassonne ils étaient arrivés à Rennes, qui s'appelait Rédé à l'époque, et que c'était effectivement l'une des capitales des Visigoths, puisqu'ils en avaient une autre qui était Tolède en Espagne. Et donc, il a remonté des objets. Moi, pendant ce temps-là, j'en avais ras-le-bol. Et je suis parti à l'aventure dans le domaine de Saunière, que vous connaissez tous, je suppose. Et j'ai vu qu'il y avait des tôles un peu partout. Et donc, enfant curieux et pas discipliné, j'ai soulevé les tôles. Je me suis aperçu qu'il y avait des trous partout. Et alors, je me suis demandé si le fameux Noël Corbu cherchait des taupes ou quelque chose comme ça. C'était tout à fait bizarre de trouver autant de trous. Moi, j'ai pas eu d'explication. En plus, je me suis pas vanté d'avoir été fouiné partout. Ça, c'est 1957. 1967, donc très exactement 10 ans après, toujours un 7, paraît un bouquin que pour la plupart d'entre vous avez dû lire. C'est, lors de Rennes, le bouquin de Gérard de Sède. C'est un bouquin extraordinaire qui avait eu un succès fou aujourd'hui pendant quelques mois. Parce qu'au bout de quelques mois, il y a des chercheurs curieux qui avaient fait des recherches et qui se sont aperçus que les documents dont il parlait étaient des faux qu'il avait créés lui-même. Donc il est passé pour un voyou, un menteur. Mais ça, c'était, à mon avis, une analyse idiote des chercheurs à l'époque, parce qu'en fait, il avait fait des faux, c'est vrai, mais c'était des faux qu'il fallait prendre au 2e degré pour nous apprendre d'autres choses. Et quand on lit bien ce livre, on s'aperçoit que bien sûr, il parle d'une histoire de trésor, mais il fait quand même des allusions sur la Sainte Famille, il parle aussi des rois mérovingiens, il parle de plein de choses, donc c'est un bouquin très intéressant. On est en 1967, 1977, je suis en train de chercher qu'est-ce qui s'est passé, j'ai oublié. Pour être honnête, je ne sais plus. 1987, je saute. Il s'est passé quelque chose d'intéressant dans ma vie, mais j'ai oublié. Donc 1987, Betex, un Suisse, déclare qu'il a trouvé une piste dans le Bugarache, oui c'est ça, qui mènerait à l'Arche d'Alliance. Et donc il se lance dans des recherches importantes. Et ce qui lui devait arriver, c'est qu'en 1988, il trouve la mort. Une mort tout à fait bizarre. On ne sait pas vraiment s'il est sorti vivant ou pas de son trou. Ce qu'on sait, c'est qu'il a été emmené à l'hôpital de Carcassonne, qu'on ne l'a pas soigné, que les Suisses ont exigé qu'il soit soigné à Genève. Et là, à Genève, il est mort. Et les symptômes qu'on connaît de sa mort, c'est qu'il serait mort comme brûlé, desséché. Donc ça, c'est un petit détail dont on reparlera tout à l'heure. Et ça, donc, c'est un des derniers sets. Et le dernier set important dans ma vie, c'est 2017. Parce qu'en 2017, il y a bientôt déjà plus de 40 ans que je viens régulièrement à Rennes-les-Bains, plusieurs fois par an, c'est-à-dire entre 4 et 10 fois par an. Donc je connais bien le coin, je connais plein de choses. Et puis je me suis dit, il y a beaucoup de bouquins qui sont sortis, mais pourquoi ne pas en écrire un aussi ? Voilà ce qui m'est passé par la tête. Ce n'était pas forcément ce que j'avais de plus intelligent. Surtout qu'à l'époque, j'avais
pas grand-chose à raconter. Enfin, j'avais suivi tous les livres qui étaient sortis. Hein. Vous devez savoir qu'il est sorti 1000 livres. Et parmi ces 1000 livres, il y en a un qui est très intéressant et qui a eu un succès que je souhaite à tous les écrivains de la Terre. C'est le Da Vinci Code de Dan Brown. Juste un chiffre, 73 millions d'exemplaires, plus les droits pour le film. Autant vous dire que c'était le jackpot. J'ai trouvé que ce livre était intéressant. Et je me suis dit, je vais un peu le copier, je vais sortir un thriller. Et en fait, je me suis mis à écrire un livre en même temps que je faisais des recherches. Et je vous accélérer que les recherches que j'ai faites, je les ai faites sérieusement en essayant de trouver des preuves, ayant pour principe de toujours avoir 3 sources pour un même fait. On ne peut pas croiser mieux, et malgré tout, des fois, on dit quand même des bêtises. Et j'ai donc essayé d'écrire mon aventure le plus clairement possible et surtout le plus honnêtement possible. Et je suis arrivé à 3 conclusions qui sont arrivées les unes après les autres, comme si elles s'enchaînaient tout naturellement. J'en étais même pas conscient. Parce qu'au départ, j'étais allé pour simplement raconter, essayer d'éclaircir l'histoire du trésor que vous connaissez tous. Et ma première conclusion, ça a été de dire que visiblement, il y avait 2 trésors. Un trésor qu'aurait trouvé l'abbé Saunière sous l'église ou sous le cimetière de Rennes-le-Château, et un deuxième trésor qui serait non pas le trésor ni de Blanche de Castille, ni de je sais pas qui, mais sans doute des Visigoths, qui avaient ramené ce trésor de Rome qu'ils avaient pillé, trésor que les Romains, eux, avaient pillé à Jérusalem. Et donc, j'étais content de ça, et puis tout d'un coup, je me suis aperçu quand même que dans l'église, dans le château, on faisait beaucoup d'allusions sur Marie-Madeleine, et puis d'autres avaient écrit aussi des choses sur Marie-Madeleine, entre autres les Anglais s'étaient beaucoup intéressés au sujet, et donc j'ai essayé d'aller un peu plus loin sur le sujet. Et j'ai suivi mon petit chemin, et je suis arrivé à la conclusion qu'effectivement, à la grande surprise générale, surtout en France, la Sainte Famille, après la crucifixion, était arrivée ici. Alors ici, pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait une communauté essénienne qui avait été créée sur les flancs du Bugarache, un endroit que moi je situe être un petit village, un petit hameau qui s'appelle Campo, donc je sais qu'il y en a un certain nombre qui y sont allés. Et il y a quelqu'un qui corrobore cette idée, c'est une médium qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les Madeleines Campo. Oui. Campo. Alors, une américaine qui a écrit, qui faisait de la, qui était médium et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les Madeleines ou un titre comme ça, elle s'appelle Claire Heart Song et elle explique effectivement que la Sainte Famille est arrivée ici, elle donne les raisons et elle parle de dialogue qu'elle a eu au cours d'hypnose régressive. Et puis il se trouve que au moment où je découvrais ça, j'ai reçu une publicité pour aller en Angleterre pour voir les crop circles. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les crop circles, qu'on appelle aussi agroglyphes. C'est des dessins qu'on retrouve dans des champs souvent de blé, de maïs, autre chose comme ça, avec des dessins extraordinaires dont on ne s'explique pas la complexité. Alors il y a des petits marrants qui ont essayé de démontrer que c'était des farces et ils ont copié, ils ont fait ça la nuit, c'était n'importe quoi. Et je suis donc allé en Angleterre. Et en Angleterre, je suis allé dans une région que vous connaissez peut-être, la Cornouailles, où effectivement il y a beaucoup de crop circles. Et le voyage était organisé de telle sorte qu'on allait aussi plus particulièrement dans la région de Glastonbury. Et Glastonbury, c'est pas très loin de Stonehenge. Alors, je pense que tout le monde connaît Stonehenge, c'est quand même un haut lieu des énergies. Et à Glastonbury, il y avait des choses à voir. Et il y avait surtout une abbaye, l'abbaye de Glastonbury. Et l'organisateur du voyage m'a dit, bah, vous avez, visiblement, vous connaissez les abbayes, vous vous occupez de vos collègues de voyage et vous les faites visiter. Et en fait, on est parti dans Glastonbury se balader et les Anglais, à ma grande surprise, ont organisé des promenades dans la ville et dans la région, expliquant où la Sainte Famille avait vécu, les endroits, les puits, ainsi de suite. Ils donnent tous les détails. Et ils vont même plus loin. Ils expliquent qu'effectivement, la Sainte Famille, elle faisait des allers et retours entre l'Angleterre, donc cet endroit-là, et le Bugarache. C'est exactement ce que dit la fameuse Claire Heart Song. Donc ça faisait quand même beaucoup d'idées. Donc je suis revenu ici quand même très surpris de cette idée, et j'ai essayé de développer, de trouver des arguments, et ça a été la deuxième partie de ce livre. Et la troisième partie, en fait, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Dans ce livre, on parle de la Sainte Famille, de trésors, on parle de Bugarache. C'est pas possible qu'il y ait une telle coïncidence. Bugarache doit avoir un rôle particulier ici. Alors, vous savez qu'à Bugarache, en 2012, il y a eu une folie de gens qui ont pensé que c'était la fin du monde parce qu'ils s'étaient trompés de date. Les Mayas avaient soi-disant annoncé la fin du monde le 21 décembre 2012. En fait, il ne s'est rien passé du tout. Mais quand même, ça m'a interpellé et donc j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus sur
Bugarach. Ma conclusion, très clairement, je ne fais pas de détour, c'est qu'effectivement, j'ai eu un certain nombre d'éléments qui m'ont été donnés, que j'ai retrouvés par la suite, c'est qu'effectivement à Bugarach, il existe des bases extraterrestres. Alors, j'en ai pas trop parlé parce qu'on passe un peu pour un illuminé quand on parle d'extraterrestres, ça fait rigoler beaucoup de gens, les médias vous prennent pas au sérieux et tout le monde rigole et on perd des copains qui trouvent qu'on a abusé de l'alcool ou éventuellement de substances un peu plus dangereuses. Et donc voilà comment je suis arrivé à écrire ce livre. Et là, je vais reprendre mes notes pour ne pas perdre le fil de ma discussion. Alors, la conclusion que j'ai tirée de ce livre, que j'ai fait paraître et qui s'appelle « Et si tout n'était que mensonge », ce livre est paru en fin 2022, et je l'ai appelé « Et si tout n'était que mensonge ». J'ai trouvé ce titre un peu racoleur, mais c'était un peu pour parler d'autre chose que de Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, parce que tout le monde est un peu saturé de cette histoire. Et en fait, j'ai écrit ce livre et j'ai essayé d'analyser le plus objectivement possible les commentaires qui m'ont été faits sur ce livre. La première chose que j'ai constatée, c'est que quand on parle de trésors, ça intéresse 100% des gens qui lisent. Ça vous rappelle le temps du club des 5, c'est exactement ça, hein. Il y a un souterrain, il y a des morts, il y a un trésor, c'est génial, ça intéresse tout le monde court, tout le monde rêve de devenir riche, il y a des gens qui même investissent dans des poêles à frire, il ferait mieux de faire de la friture, mais bon, ça intéressait beaucoup de monde et tout le monde a couru vers Rennes-le-Château. La deuxième partie de mon livre, qui donc était plutôt, qui intéressait la religion. Alors la religion, elle a un rôle très important ici, hein. Si on balaye rapidement l'histoire, depuis quasiment Vincent de Paul, en passant par Nicolas Pavillon à Alette, et en passant par d'autres abbés, Boudet, Saunière, autres, et en passant aussi par les lazaristes qui sont intervenus, lazaristes qui avaient leur siège à Marseille, non pas Marseille là-bas, mais Marseille près de Limoux, et avec le supérieur de ces lazaristes qui s'appelle Jourde, et où il y a beaucoup de religieux, de religions, beaucoup d'allusions à la Bible, au Nouveau Testament. Là, ça n'intéresse globalement plus que 50% des gens. Donc c'est un sujet qui commence à être évité, et puis je trouve actuellement l'Église, elle n'est pas en odeur de sainteté, c'est quand même paradoxal, et ça intéresse de moins en moins de gens. Et bien alors, le troisième sujet, les extraterrestres, alors là c'est la catastrophe. Oui, non mais clairement, il faut dire les choses telles qu'elles. Il y a des sondages qui sont sortis il n'y a pas longtemps qui disent que 80% des Français acceptent l'idée d'une vie autre que terrestre, une vie qui ne serait pas forcément humaine, mais une vie. Alors ça, c'est bon, c'est tellement vague que tout le monde peut dire oui, c'est ok, 80%. Quand vous parlez d'extraterrestres, il n'y a plus que 5%, et si on vous enlève vous, il ne reste plus grand monde. Et ce sujet-là, en fait, il est tourné en ridicule par les médias, par tout le monde. Les scientifiques, n'en parlons pas. Pour eux, il faut être complètement... C'est pas crédible, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et puis... après, il y a les sarcasmes des amis, ainsi de suite. Donc, il vaut mieux éviter de parler des extraterrestres. Alors, il y a un autre sujet qui peut intéresser les gens, c'est le Covid-19 et la vaccination. Mais là, c'est la même chose. C'est tout à fait autant clivant. Donc, il n'y a plus qu'à se taire et aller se coucher. Et il se trouve que, bon, la dernière partie, cette histoire d'extraterrestres au Mont Bugarach, c'est quand même quelque chose d'intéressant et qui me poursuit depuis 1947. Et je m'étais intéressé à ce crash de Roswell. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu à la télévision l'autopsie qui avait eu lieu. Des gens ont vu cette autopsie. Alors à l'époque, ça avait été complètement tourné en ridicule. Il faut être fou pour croire à des choses comme ça. L'animateur, dont j'ai oublié le nom, a été traîné dans la boue. Et tout le monde nous a dit, pardon, Pradel, exact, Pradel, exactement, Pradel. Le pauvre, il est encore vivant, il s'en est remis. Mais il a raison en plus. Et bon, et puis après, on nous a parlé d'extraterrestres. Il y a des gens qui ont vu des extraterrestres. Il y a des gens qui ont été enlevés. Tout ça, ça fait rigoler beaucoup de monde. Moi, personnellement, naïvement sans doute, j'y ai cru. Et il se trouve que, suite à ce livre, au mois de mai de cette année, les studios Debowska ont eu la gentillesse de faire paraître un DVD. Et après la projection de ce DVD, on a parlé de la réunion de ce soir.
en se disant, mais est-ce que vous pourriez pas, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, est-ce que vous ne voudriez pas faire une conférence? Moi, j'ai dit, je ne vais pas parler de Marie-Madeleine, je ne vais pas parler du Trésor, je n'aime pas radoter. Et puis tout d'un coup, m'est venue une idée, c'est de faire un parallèle entre le mont Bugarache et le mont Busségui. Alors là, je me suis aperçu, alors ici, évidemment, vous êtes bien placé ou mal placé, ça dépend comment on se met. Quand vous parlez du Bugarache, peu de gens finalement en France connaissent le Bugarache. Tout le monde connaît Rennes-le-Château, mais pas le Bugarache. Alors le mont Busségui, certains ne l'ont pas encore découvert aujourd'hui. Et puis je me suis dit, bon, bah, j'accepte le deal, je vais faire une conférence là-dessus, c'est pour ça que je suis là ce soir. Le problème, c'est que j'essaye de travailler à peu près sérieusement, et j'ai cherché des éléments sur le mont Bugarache. Et alors là, ça a été un peu catastrophique, parce qu'il n'y a finalement pas grand-chose, particulièrement en France. Si vous avez des éléments, je suis preneur. Bon, on sait que effectivement, peut-être il y a des bases extraterrestres. On connaît l'histoire de Bétex, je viens d'en parler. On sait qu'il y a des phénomènes particuliers. On sait que Mitterrand est venu dans le coin voir les étoiles. Mais enfin bon, ça fait pas grand-chose. Et puis le Busségui, il y a 4-5 bouquins qui sont sortis, qu'a édité Radu Cinema, très intéressant, mais finalement, très honnêtement, il n'y a pas suffisamment pour faire une conférence sérieuse. Et en fait, pas plus tard que hier soir, je me suis aperçu que je n'avais pas grand-chose à vous raconter. Et oui, non, mais c'est triste, mais ça vous fait marrer pour l'instant. Le problème, c'est que donc, on ne va pas aller plus loin, puisque n'ayant plus rien à vous raconter, je me suis dit que j'allais vous annoncer cette nouvelle triste, que finalement, la soirée s'arrêtait là. Alors bon... Constantin m'a dit, écoute, ils ont payé, visiblement, ils s'attendent à mieux que ça. Donc j'étais quand même un peu gêné, et j'ai quand même une proposition à vous faire. C'est-à-dire de dériver de ce projet Busségui-Bugarache et de vous faire part de peut-être certaines nouveautés et découvertes que j'ai fait récemment. Alors si vous êtes d'accord, je continue, sinon c'est pas bons amis. Bon, c'est un plébiscite, je vous remercie. C'est ce que j'attendais de vous. Et je vous en remercie. Oui. Monsieur Méry. Oui. Allez, on va faire simple. Oui. Si vous connaissez bien le Bugarache, à 650 mètres d'altitude, il y a une base Atlante entièrement bouchée, face sud, d'accord, 650 mètres. Face sud. Face sud, d'accord. Ouais. Et sur la face nord, il y a beaucoup plus bas un énorme rocher que vous trouvez sur un chemin qui mène à la grotte, qu'on appelle ici la grotte de la cathédrale, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant. Il y a aussi une entrée Atlante bouchée. Sur le Bugarache, il y a des choses qui sont visibles. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, nos géologues, l'Institut de France vous dira que des plafonds d'entrée de mines Atlante qui contiennent énormément de choses, ce sont en fait, c'est l'érosion de la mer qui a lissé l'entrée de ces bases sur 10 mètres de profondeur et sur plus de 1 mètre, on va dire, de largeur. Et une petite précision, Daniel Bétex a travaillé avec mon parrain, le frère de ma mère, d'accord. Il ne cherchait pas l'Arc d'Alliance, il cherchait en fait une entrée de l'Agartha. Il savait qu'il y avait un système de métro qui va de Bugarache, enfin, sur tous les points du monde. Ah ça, il savait ça? Il savait ça. Ah ouais, d'accord. Là, vous m'apprenez quelque chose. Le problème, c'est que M. Bétex a juste oublié un truc, c'est qu'en général, quand une entrée est ouverte, c'est l'entrée au palais fermé du roi. Et le problème, c'est que les personnes qui ont créé cette entrée ont protégé avec une chose très simple, des pierres rayonnantes qui vous enlèvent l'eau. Donc, déshydratation. Vous pouvez descendre. Il l'a vu, hein. Il a vu, parce que quand il a été à l'hôpital, il criait Agartha lumière, Agartha lumière. Ah ouais. Il est allé en bas. Le problème, c'est qu'à l'aller, ils ont déjà enlevé 50% de son eau, et au retour, ils ont enlevé le reste. Par contre, il est tombé d'inanition, il s'est évanoui à 20 mètres à l'entrée. Heureusement, sa femme était au courant de l'endroit où il était, et mon parrain avait refusé d'entrer parce qu'il avait senti que... il ne fallait pas y aller. Non, c'est les roches. D'accord. Voilà. Ok, merci pour cette précision. Donc, merci. Il y a beaucoup de choses sur le Bugarache. Oui, mais elles ne sont pas sues. La preuve. Elles ne sont pas sues. Et c'est bien là qu'il y a le problème. Donc, je reprends la parole. Vous m'avez perturbé. je vous pardonne volontiers. C'est intéressant. Donc, je reprends mes notes parce que je suis parti dans le Bugarache et
J'ai essayé, monsieur Poux. Et on terminera en disant que le voilà, vous allez faire une autre conférence alors. Hein. Le garage contient un Yahvé, 3 Elohim et le corps de Jésus intact. Bon, alors le corps de Jésus, là, je vous suis plus du tout, mais ça, c'est une autre histoire. Chacun après dira ce qu'il a envie de dire. Oui, alors, je reprends mon histoire au départ. Effectivement, ce que l'on peut dire au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une histoire qui m'avait perturbé dans cette histoire de Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château. C'est un seul détail, c'est que la mort de Saunière. Pourquoi elle m'a perturbé? Parce qu'on raconte que le 17 janvier 1917, il s'est effondré au pied de la tour Magdala, qu'il est resté là dans un demi-coma et que sa bonne l'a retrouvé quelques heures après. Elle est allée le chercher, l'a ramené dans son lit, et là, elle s'est aperçue qu'il était au plus mal. Et donc, on a appelé le lendemain le curé pour lui donner l'extrême-onction. C'était l'abbé Rivière, curé d'Espéraza, qui est venu. On sait qu'ils ont discuté tout un après-midi, si toutefois sa santé lui permettait de discuter. Et on sait aussi que le curé est sorti complètement horrifié, en courant, comme s'il avait rencontré le diable. Et on apprend surtout qu'il ne lui a pas donné l'extrême-onction. Ce qui est quand même très étonnant, puisqu'il était là pour ça. Ce qu'on sait aussi, c'est que le lendemain, Saunière va mourir, donc le 18 ou le 19, et en fait, entre le 19 et le 22, qui est le jour de son enterrement, le curé Rivière est revenu pour lui donner l'extrême-onction, ce qui est complètement anormal. On ne donne jamais l'extrême-onction à quelqu'un qui est mort, parce qu'il ne peut pas répondre s'il est d'accord ou pas. Hein. Ça paraît évident, il avait des difficultés pour parler. Et donc on peut se poser la question, pourquoi d'une part il ne lui a pas donné tout de suite et pourquoi il est revenu? Moi je vous livre une hypothèse, c'est que ce qu'a entendu le curé Rivière lui a laissé penser que Saunière était en pleine hérésie et que c'est une condition justement de refus de donner l'extrême-onction. Et il est donc allé voir son évêque, Monseigneur Beauséjour, qui était un ennemi notoire de Saunière parce qu'ils avaient les pires problèmes entre eux, et que l'évêque en question lui a dit, écoutez, vous lui donnez quand même son extrême-onction, c'est pas qu'il la mérite, mais il faut se dépêcher, je veux pas de scandale, et deuxièmement, j'ai un autre intérêt, c'est que plus vite il sera enterré, plus vite je pourrai aller voir le notaire qui va me donner son testament, et l'église, l'évêché va pouvoir prendre les biens qui théoriquement lui reviennent. Donc il a été vite enterré, et l'évêque a couru chez le notaire, et là il a appris que tous les biens avaient été mis au nom de la bonne, et que tout lui passait sous le nez du diocèse. Alors les gens se sont beaucoup posé la question de dire, mais alors finalement, pourquoi il n'a pas eu cette extrême-onction? Là, beaucoup de gens ont dit, bah, c'est très simple, parce que c'est sans doute lui qui a tué l'abbé Gélis, et qu'il ne méritait pas l'extrême-onction. Alors je ne sais pas s'il a tué l'abbé Gélis, il y a des gens qui vont vous dire oui, d'autres qui vont vous dire d'autres, c'est faux. Moi je pense que c'est faux, enfin pas qu'il soit mort, mais c'était pas la raison surtout. La deuxième raison, c'est que peut-être, je dis bien c'est une hypothèse, tout d'un coup l'abbé Gélis lui a dit, mais écoutez, parlez-moi un peu de toute votre vie, et que le curé Saunière lui a expliqué quelle découverte il avait fait, et il lui a expliqué aussi que quand on rentre dans l'église de Rennes-le-Château, il y a marqué Terribilis est iste locus, ce lieu est terrible, ce qui est quand même un comble pour une entrée d'église de dire que c'est un lieu terrible. En plus, il y a quand même des allusions à des satellites ou à des astres sur ce porche. Bon, il y a Marie-Madeleine, bien sûr. Il y a aussi d'autres dessins qui sont un peu scabreux. Alors après, vous rentrez dans l'église, et là, on trouve le diable. Et on peut se demander qu'est-ce que représente le diable. Une hypothèse, est-ce que ce ne serait pas par hasard des extraterrestres dont il aurait entendu parler ou qu'il aurait croisé dans ces fameux tunnels où il s'était enfoncé pour trouver le trésor? Et en plus, il a dû dire aussi que dans l'église, il y avait quand même beaucoup d'enfants dans les bras de Joseph et de Marie, et que peut-être on laissait supposer que Jésus avait peut-être un jumeau ou une copie ou quelque chose comme ça. Enfin, plein d'hypothèses un peu étonnantes. Et puis, pour finir, il a expliqué qu'il y avait derrière le confessionnal une superbe fresque peinte, que vous connaissez tous, hein, vous avez tous été, je suppose, à Rennes-le-Château, et que dans le coin gauche,
un journaliste, grâce à un procédé photographique et un agrandissement, a découvert ce qui lui a paru être une soucoupe volante avec un extraterrestre. Et vous imaginez le curé Rivière à qui on raconte ça. Effectivement, je dis mais c'est pas possible, il est en train de me dire que l'Église catholique nous a menti, et dans ces conditions, je ne peux pas donner l'extrême-onction, et donc je pars pour en référer à l'évêque. Il y a une autre hypothèse qui m'a été proposée il n'y a pas longtemps, de me dire que c'est peut-être finalement Saunière qui a refusé de recevoir l'extrême-onction, puisque finalement il a découvert plein de choses qui lui laissent penser qu'on lui a menti et que l'Église catholique n'est pas ce qu'elle est. Voilà où on en est. Alors suite à ça, on peut se poser beaucoup de questions sur ces différents éléments, donc concernant l'existence d'extraterrestres. Et alors, si vous suivez l'actualité, depuis 2-3 ans, un certain nombre de documents sortent vous expliquant qu'un tel a vu des extraterrestres, que tel scientifique a vu telle chose, que des gens ont été enlevés dans des conditions particulières, que certaines femmes ou enfants en bas âge ont été beaucoup bricolés génétiquement par les dits extraterrestres. Enfin, il sort beaucoup de documents et beaucoup de gens qui vous avaient expliqué il y a 50 ans et qui avaient fait partie, entre autres, de l'US Army, du CIA, aujourd'hui commencent à parler. Il y en a un qui est très connu, c'est Michael Salla, qui commence à vous dire que tout ça, en fait, les Américains ont menti et il commence à vous raconter toute une histoire assez extraordinaire. Et il vous parle aussi des Anunnakis. Alors, les Anunnakis, j'en ai un peu parlé dans mon livre, ça a été tourné un peu en dérision, mais il faut quand même reconnaître qu'un Russe américain, Zacharias Sitchin, avait fait un boulot au départ très intéressant qui avait consisté à déchiffrer les fameuses tablettes en terre cuite qu'il avait trouvées en Mésopotamie. Et puis ça a été repris par un Français, j'ai oublié le nom. Merci. Je vois que je peux compter sur vous. Antoine Parks a écrit beaucoup de bouquins, qui a gagné aussi beaucoup d'argent. Bon, ces bouquins sont intéressants, mais un peu lassants au bout d'un moment. Mais enfin, tout d'un coup, on apprend des informations assez intéressantes. Et puis quand on gratte après, on se dit, mais d'accord, c'est la Mésopotamie, il y a eu visiblement des guerres. Et il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le sujet, c'est Véronique Kerdranvat. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette Bretonne, qui a écrit des bouquins très intéressants sur les guerres qu'il y a eu en Mésopotamie. Et elle parle beaucoup des Atlantes, et je vous conseille de chercher sur ces pistes-là, il y a des documents très intéressants. Et donc finalement, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui reviennent comme ça, et on en parle de plus en plus. Il y a des livres qui sortent, il y a des témoignages. Je ferai allusion entre autres à, comment elle s'appelle, la Nuria TV, qui a une conteuse extraordinaire qui est Elisabeth de Caligny, qui a retrouvé plein de gens des abduqués, qui racontent des histoires extraordinaires. Et parmi les gens dont elle parle, il y avait un certain Robert L, qu'elle a appelé Robert L, qui est Robert Lortal, qui est aujourd'hui un ami, et qui a eu la gentillesse de me faire la préface. Et alors, tout ça, ça évolue très très vite, et vous avez tous appris, ou une grande partie d'entre vous, qu'au mois de juillet, il y a eu un grand rassemblement à Tours, entre 9 personnes dont je pourrais vous donner les photos tout à l'heure, une réunion entre gens qui connaissent très bien le sujet et qui ont vécu des expériences, certains agréables et d'autres très désagréables, et ils en parlent et ils commencent à révéler un certain nombre de choses. Et je n'étais pas à cette réunion, à mon grand regret, mais j'ai quand même quelques échos. Il est paru un certain nombre aujourd'hui de vidéos que vous trouvez facilement, où il y a des choses extraordinaires qui vous confirment effectivement l'existence des extraterrestres. Donc, on va en parler un peu plus. Aujourd'hui, ça me laisse un peu plus de liberté pour parler du sujet, puisqu'en fait, il devient au goût du jour, et il y a des fenêtres qui s'ouvrent, et on va pouvoir en parler un peu plus facilement. Alors, il faut savoir que cette réunion qui a eu lieu dans la région de Tours, elle réunissait donc 9 personnes, et qu'ils ont donné un certain nombre d'informations, il semblerait que ça soit le début d'un certain nombre de révélations. Et ma conclusion sur cette réunion, c'est qu'on est peut-être, je dis bien, on est peut-être en train de vivre ce qu'on appelle l'apocalypse. Parce que l'apocalypse, c'est toujours, moi, l'image que j'avais de l'apocalypse, c'est un phénomène terrible de guerre, de destruction totale, mais la traduction d'apocalypse, c'est révélation, c'est la traduction de l'hébreu direct. Or, en fait, là, on est au début de révélation, mais je dis bien au début. Alors, il faut peut-être pas s'attendre à apprendre plein de choses, il y a des gens qui attendent, à mon avis, d'une façon un peu trop optimiste, des déclarations pas possibles. On en annonce pour cette année, pour l'année prochaine. Moi, je pense
qu'il faudra attendre un peu plus longtemps pour savoir la vérité, qui est quelque chose de global. Mais ne connaissant pas le contenu de cette réunion, je vais quand même vous donner quelques informations sur ce qui a été dit à cette occasion. Et c'est intéressant parce que ça remet en place des gens dont on a entendu parler plus ou moins directement dans la Bible, dans d'autres documents, et je vais vous donner quelques détails sur ce sujet-là. Alors, d'abord, pourquoi ils ont fait cette réunion? Le but aujourd'hui, c'est de faire découvrir la vérité aux gens. Et cette vérité, évidemment, elle concerne les extraterrestres, nos origines, ce qu'on est venu faire sur Terre et ce qu'on devrait faire plus tard. Donc c'est quand même un programme très ambitieux et qui va être compliqué à mettre en place. Maintenant, c'est pas moi qui l'ai mis en place, donc je laisserai ça à d'autres. Donc, les Anunnakis, on en a parlé déjà depuis un moment, et eux, donc ces 9 personnes qui se sont réunies, on a donné plus de détails, et c'est ces détails que je vais vous donner. Les Anunnakis, c'est une race d'extraterrestres qui est arrivée il y a 350 000 ans sur Terre. Ils sont arrivés sur Terre pour exploiter des mines d'or. L'or est quelque chose de très important à tous les niveaux. Il faut savoir que c'est le seul métal qui ne s'oxyde pas, qu'on peut facilement travailler et que sous différentes formes, il permet beaucoup de choses, entre autres la longévité, d'augmenter la longévité des humains. Donc vous imaginez qu'il y avait plein de gens que ça pouvait intéresser. Et donc ils sont arrivés sur Terre à l'époque. Mais avant de vous dire ce qu'ils ont fait, je vais vous donner quelques explications sur les noms. Parce que maintenant, c'est le reproche que j'ai fait à ces déclarations qui ont été faites, c'est qu'ils parlent de gens dont on n'a jamais entendu parler, dont on ne sait plus les héros, ni qui c'est, ni quoi, ni qu'est-ce. Et j'ai essayé de mettre un petit peu d'ordre, tout à fait modestement, dans le rôle de ces différents personnages. Alors, la première personne que l'on connaît des Anunnakis, mais en fait, qui n'a pas fait beaucoup parler d'elle, c'est le roi, ou le responsable, ça dépend comment on l'appelle, qui s'appelle Anu. C'est celui qu'on appelle le père des dieux. Alors les dieux avec une autre connotation que la connotation religieuse qui parle non pas des dieux mais d'un dieu. Ce brave monsieur, il y a eu aussi une autre personne intéressante qui est la fameuse déesse sumérienne qui s'appelle Inanna Ishtar. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler d'elle. Hein, elle apparaît très souvent avec entre autres un détail, c'est-à-dire d'avoir des membres avec 3 doigts seulement. Et retenez ce détail parce que, je peux en parler tout de suite, il y a un garçon qui s'appelle... son nom, je suis un peu fâché avec les noms, c'est les prémices d'Alzheimer, mais c'est pas grave pour l'instant. Jamin, c'est Jamin exactement, qui sur Nuria TV a expliqué qu'il faisait des recherches du côté des pistes de Nazca et qu'il a trouvé là-bas un certain nombre de momies. Et toutes ces momies, écoutez bien, avaient 3 doigts et que les organes génitaux des femelles étaient comme ceux des ovipares, c'est-à-dire pour produire des œufs. N'oubliez pas ce détail. C'est extraordinaire. Évidemment, tout le monde l'a tourné en dérision. Il se bat depuis des années pour faire valoir ça. Tout le monde, finalement, reconnaît que c'est vrai. Et il y a des momies de différentes tailles. Et c'est franchement très intéressant. Moi, j'ai pris ça au sérieux. D'autres prennent ça à la rigolade. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Donc, je reviens à ces 3 doigts. Donc, il y a cette déesse qui avait 3 doigts. N'oubliez pas ce petit détail. Ensuite, on sait que le fameux Anu a eu 2 fils. Ces 2 fils, c'est Enki et Enlil. Alors, c'est des dieux qui sont connus du temps des Sumériens, mais pas que, puisque, en fait, on va commencer par... Alors, ces 2 fils, Enki l'a eu avec une femme humaine, donc c'est un croisement, et Enlil, il l'a eu avec une reptilienne, dont je peux vous donner la race puisque c'est les Siakars. Alors je fais le savant, mais il n'y a pas longtemps j'ai appris ça. Le problème, la conséquence de tout ça, c'est qu'en fait ils ont un ADN totalement différent, ce qui peut expliquer leur caractère et leur tendance. Alors on va parler des 2 fils. Donc le premier donc c'est Enki. Enki s'est marié... Enlil, on va commencer par Enlil. Enlil, qu'on retrouve aussi dans leurs documents et dans les conférences, qu'on appelle aussi Yu, Y-U. Mais plus tard, ce même Enlil s'est appelé chez les Égyptiens Seth. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein. Mais le même, plus tard, s'est appelé chez les Grecs Zeus. C'est le dieu de l'Olympe, le dieu du tonnerre et le dieu du ciel.
Alors je tiens à vous dire que moi, j'étais pas spécialiste des dieux au lycée, c'était gonflant, et en fait, je m'en mêlais entre les dieux grecs, les dieux romains et tout, je sais pas si quelqu'un connaissait bien tout ça, donc j'ai eu un peu de mal à mettre de l'ordre, et je vous en fais part aujourd'hui. Donc, et il s'appelait, ce brave Enlil, s'est appelé chez les Romains Jupiter. Il a eu une femme qui s'appelait Nina, et avec cette femme, il a eu une fille qui s'appelle Artémis. Alors là, coïncidence, Artémis, c'est le plan que les Américains ont actuellement pour retourner sur la Lune. Ce petit clin d'œil, peut-être. Et le véhicule spatial va s'appeler Orion. Ce n'est qu'une coïncidence que je vous cite comme ça au passage. Artémis est une déesse vierge, et il a avec sa femme un fils qui s'appelle Ninurta, et qui va jouer dans la Bible, mais pas que dans la Bible, le rôle d'Allah, donc une autre religion. Et alors, il finit en beauté, ce brave Enlil, parce qu'il va s'appeler plus tard Yahvé. Alors, je ne sais pas si vous avez une culture judéo-chrétienne comme moi. Moi, j'étais complètement paumé parce que je pensais qu'Yahvé, c'était Dieu, qu'il était bon et tout. Et en fait, grosse découverte, Yahvé est le Dieu du mal, c'est très clair. Il s'est appelé Yahvé parce qu'il voulait être le seul à commander et à servir les hommes le mieux possible. Et il a fait beaucoup de dégâts. Et il a réussi donc à se faire passer pour le Dieu unique et à donc mettre en place le monothéisme. Et il a trouvé entre autres comme ennemi Akhenaton qui lui voulait faire la pluralité. Enfin, toute une histoire compliquée commence à prendre une certaine cohérence. Alors ce fameux Yahvé est donc Dieu unique dans la Bible. Il est, alors paradoxalement pour un Dieu, il est menaçant, autoritaire, il faut le craindre, ce qui est quand même bizarre pour un Dieu qui se voudrait bon. Et il se trouve que l'Église catholique et le Vatican furent abusés par ce brave Enlil et considèrent comme effectivement le créateur de l'humanité Yahvé, alors qu'en fait c'est un usurpateur ni plus ni moins. Son frère, lui, Enki, qui s'appelle aussi le prince Ea, a été chez les Égyptiens Horus, puis chez les Grecs Poséidon. Poséidon, c'est le dieu des mers, des vents, des tremblements de terre et ainsi de suite. Et chez les Romains, il s'appelle Neptune. Okay, donc vous imaginez, c'est quand même un peu compliqué. Et ce fameux Neptune, vous savez sans doute si vous êtes allé à Versailles que le bassin principal du parc, c'est le bassin de Neptune, et on montre effectivement un dieu qui a un trident. Pour la petite histoire, je vous ai parlé tout à l'heure du diable qui vous attendait à la porte de l'église de Rennes-le-Château. Et des gens ont fait des analyses et ont découvert qu'en fait, il tenait quelque chose, et ce quelque chose, c'est un trident. C'est étonnant comme coïncidence. Donc, vous en déduisez ce que vous voulez. Voilà. Le problème d'Enki, c'est qu'il a eu un fils avec une femme qui semblerait s'appeler Ninursag, et il a eu un fils qui s'appelait Marduk. Marduk, en fait, a été séduit par les thèses de son oncle, de son demi-oncle en fait, et en fait il va changer de camp, et au lieu d'être dans le camp des bons, il passe dans le camp des méchants, c'est-à-dire dans le camp d'Enlil. Et en fait, il va jouer le rôle de Satan, et là il y a une ambiguïté, parce que si vous connaissez un peu l'Ancien Testament et le Nouveau, on parle de Satan et de Lucifer. En fait, c'est une seule et même personne, mais comme Yahvé était quelqu'un de subtil, Lucifer, qui veut dire porteur de lumière, bah, c'est ce qu'a raconté Yahvé. Il amenait la vérité, la lumière, et ainsi de suite. Bien joué, tout le monde y a cru, même moi. Et donc, maintenant que vous connaissez un peu la famille, ces Anunnakis sont arrivés sur la Terre, et ils trouvent des êtres humains, humanoïdes, à peine développés. C'est l'Homo erectus. Et ils se disent, de toute façon, on s'en fout des habitants qu'il y a sur la Terre, ce qu'on vient, c'est chercher l'or, mais ils s'aperçoivent quand même que les mines, le travail de la mine, c'est pas évident, et puis ils pensent que finalement, ils vont peut-être pouvoir se servir de ces êtres humains qui sont là, à une seule condition, c'est de les améliorer. Et donc, ils se mettent d'accord tous les deux pour améliorer la race humaine. Alors, je sais pas trop comment, mais ils ont favorisé le développement de l'être humain qui a pris un peu de temps. Et puis, au bout d'un moment, ils se sont aperçus que c'était pas suffisant. Et puis Enlil s'est un peu décourageux et a dit que les êtres humains qui avaient sur cette terre étaient des abrutis, qu'on n'en tirerait jamais rien, et qui n'avaient plus qu'à les liquider ou carrément de les asservir. Et il a demandé à Enki, son frère, qui était un généticien très connu, de bricoler les êtres humains
pour les asservir et qu'ils obéissent mieux et qu'ils soient plus productifs. Et en fait, Enki avait fini par prendre par amitié et par intérêt les êtres humains, et au lieu d'asservir les êtres humains, il les a développés. Et alors, effectivement, l'être humain s'est accéléré, et là, on n'est pas au développement de l'être humain au cours de millions d'années. Brusquement, ils sont devenus plus intelligents grâce à un changement d'ADN. Le problème, c'est que Enlil s'est aperçu du subterfuge, ça s'est très mal passé, ils se sont fâchés, et Enki a décidé de partir sur un continent que vous connaissez peut-être, c'est l'Atlantide. Et là, sur l'Atlantide, il va développer un peu mieux encore l'être humain. Sauf que sur l'Atlantide, Enlil l'a suivi, et il y a toujours un combat fratricide entre les deux. Et il y a quelqu'un qui parle de ce combat très très bien, et il en a parlé il y a longtemps, c'est Edgar Cayce, que vous connaissez peut-être, qui a expliqué qu'il y avait deux camps sur l'Atlantide, les fils de la loi de 1 et les fils de Bélial. En fait, c'est les partisans d'Enki d'un côté et les partisans d'Enlil de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils se sont fichus sur la figure, et ça a été une catastrophe. C'était pas la première catastrophe, parce que l'Atlantide avait eu déjà deux gros accrochages. Un premier il y a 50 000 ans, et là il y avait une partie de l'Atlantide qui s'était effondrée. Il y a eu une deuxième catastrophe 28 000 ans avant Jésus-Christ, et la dernière dont je suis en train de vous parler là, c'est moins de 10 000 ans, donc c'est pas très très vieux, et ils jouent ou ils essayent de se servir du cristal pour bousiller le camp adverse, et là ils maîtrisent mal, et finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils bousillent l'Atlantide qui s'enfonce dans le sol. Avant qu'il s'enfonce, Enki a décidé de sauver une partie des gens qui étaient de son côté, et il va les embarquer dans une arche, et on donne le nom arche à des soucoupes volantes de grande taille. Et alors l'Église catholique et la chrétienté a récupéré ça en parlant de l'arche de Noé. Et on vous raconte qu'en fait, il y a un brave garçon qui a construit un bateau, qu'il a mis une girafe mâle et une girafe femelle, qu'il a mis un piaf mâle et un piaf femelle, et qu'il a emmené tout ça sur Terre, et qui, comme ça, il a sauvé la nature. En fait, Enki a simplement pris les gens qui lui étaient fidèles, les a emmenés sur le continent européen. D'autres ont réussi à se sauver en partant à pied et à la nage, et ils sont arrivés à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ils ont suivi une étoile, puisque c'est ça que veut dire Compostelle, hein, chemin de l'étoile, et on peut penser que l'étoile en question, c'était la soucoupe volante dans laquelle il y avait Enki. Ceux qui sont arrivés à pied, bah, ils sont arrivés au Pays Basque. De toute façon, si vous vous intéressez au Pays Basque, vous verrez que d'abord, on ne s'explique pas l'origine de cette langue, que d'autre part, il y a quelques pyramides qui sont restées, et ces braves Atlantes, en fait, ont traversé toutes les Pyrénées, et on peut penser fort évidemment qu'ils sont passés par ici, et qu'ils ont laissé des traces, à nous de les trouver. Et puis ils ont rejoint après la Mésopotamie, l'Égypte et ainsi de suite. Et il s'est passé à peu près 4000 ans d'obscurité, parce qu'en fait il fallait se remettre de cet effondrement, surtout que vous l'aviez deviné, moins 10 000 ans, quand l'Atlantide s'est effondrée, ça a déclenché un déluge, pas un déluge, un raz-de-marée, parce qu'on parle de déluge, et il y a confusion, il n'y a pas de déluge, il y a un raz-de-marée, c'est normal, hein, il y a une masse qui s'effondre, il y a un raz-de-marée qui se crée avec une vague qui faisait 200 mètres, je crois, il y a un calcul qui a été fait, et qui va balayer tout le bassin méditerranéen jusqu'au pays de l'Est. Uniquement ce coin-là. Mais donc ça fait des dégâts pas possibles. La conséquence de tout ça, c'est que pendant 4000 ans, on a vécu une période d'obscurité, que plus rien s'est développé et qu'il a fallu redévelopper un peu. Ça s'est fait difficilement. Et est arrivé, il y a 4000 ans, la civilisation sumérienne, celle dont on a parlé au départ, qui ont profité quand même de quelques aides de ces fameux Anunnakis. Et puis 2000 ans après, ça a été la civilisation de Babylone. Et puis, mais les combats ont continué encore entre les deux frères, parce qu'eux, ils avaient survécu, ils ont continué à se filer des peignets. Et puis, il y a un moment où on a pensé, la source a pensé, donc pas Yahvé, mais la source c'est étant le nom, je ne sais pas comment le définir, parce que c'est un nom qu'on ne peut pas définir, mais on a parlé de Dieu pour les gens qui restreignaient la notion, mais en fait on parle de la source aujourd'hui qui serait à l'origine, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, et qui serait à l'origine de tout. Et le fameux Enki serait, j'utilise un mot qui est très à la mode maintenant, qui est une fractale de la source, c'est donc la source et Enki ont décidé
d'essayer de remettre autant que faire se peut l'être humain dans le droit chemin et lui faire comprendre que, il a un potentiel très intéressant intellectuellement, mais que pour l'instant il est un peu endormi, qu'il serait temps qu'on se réveille, et deuxièmement, que la violence n'est pas une solution, et que la servilité n'en est pas plus, que la femme est l'égale de l'homme, et ils décident dans ce cas-là de créer un être humain qui s'appelle Jésus, et qu'ils ont envoyé, le pauvre, ils l'ont envoyé au charbon, pour essayer d'expliquer tout ça aux êtres humains, qu'il fallait qu'ils se libèrent, et qu'ils arrêtent de croire à n'importe quoi, et tout. Enfin, vous connaissez le message de Jésus, qui a fini mal sa vie, hein, enfin les bras en croix, paraît-il. Alors c'est un peu plus compliqué, je n'aborderai pas le sujet aujourd'hui. Par contre, lui-même aurait fait la confidence que pour lui c'était un échec. Et c'est un jugement qu'il a tenu, qui pour moi est quand même très, très pessimiste, parce que quand même, depuis 2000 ans, si l'être humain n'a pas fait les progrès qu'il devait faire, il y a quand même des notions qui apparaissent aujourd'hui d'égalité, de liberté, d'égal de l'homme et de la femme. C'est un peu difficile, je le reconnais, mesdames. Vous n'êtes pas tout à fait nos égaux, mais bon, vous faites des progrès. Et donc, non, enfin, je me suis mal exprimé. C'est pas ce que je voulais dire. Vous nous avez dépassés depuis longtemps et on est bien content. Enfin, en attendant, cette notion est arrivée et le travail a été fait et quand même a porté ses fruits, il a semé quelque chose. Et aujourd'hui, on arrive à effectivement une sorte de révélation et on va sans doute apprendre beaucoup d'autres choses qui vont nous permettre de vivre autrement. Et alors, cette autre chose, c'est un combat, alors moi, honnêtement, je reconnais, qui me dépassait complètement. J'avais entendu dire qu'effectivement, il y avait les forces du mal d'un côté, les forces de l'autre, d'un autre côté. J'avais aussi entendu dire que suite au crash de Roswell, les Américains avaient capturé des extraterrestres, dont certains étaient restés vivants, et qu'ils avaient fait un marché très simple qui consistait à dire « Ok, les extraterrestres, à vous terriens, on vous donne un savoir et une technique plus importante qui va vous permettre d'avoir des armements qui vont vous permettre d'être les maîtres de la Terre et entre autres de mettre une pâtée aux Russes, parce que c'était quand même le problème à l'époque, hein, après la guerre, et surtout de construire des soucoupes volantes. Alors elles n'étaient pas soucoupes et pas très volantes, parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes. Et en échange, nos Américains, enfin une partie de l'armée américaine, a accepté de laisser les reptiliens s'emparer de quelques échantillons humains, hommes et femmes. Alors on a simplement dit oh, bah, vous prenez les prisonniers ou les délinquants, mais vous ne touchez pas aux autres. Évidemment, les reptiliens ont fait ce qu'ils ont voulu, et c'est là qu'a commencé les abductions, où on est allé chercher des gens qu'on a beaucoup bricolés. Et là, il y a des témoignages poignants d'abductés qui ont écrit des livres. Et aujourd'hui, on écrit la vérité. Et je tiens simplement à raconter une anecdote, et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure je vous en parlais. Participant à cette réunion des 9, puisqu'il y avait 9 personnes dans cette réunion des Galactiques. Alors les Galactiques, qu'est-ce que c'est? C'est une fédération d'extraterrestres qui s'occupe de notre galaxie et qui fait partie de l'interfédération des galaxies du monde entier. Donc vous voyez, il y a une première fédération et il y a une fédération au-dessus. Et donc ces fédérations-là ont décidé de rendre aux gens leur liberté, de les respecter, ainsi de suite, et ils collaborent autant qu'il est possible de collaborer. Parce que si sur Terre, il y a beaucoup d'histoires entre humains, dans la galaxie, c'est exactement la même chose. Il y a des batailles pas possibles entre les extraterrestres qui finissent très très mal. Et donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que après ce crash de Roswell, donc les Américains ont développé un certain nombre d'armements, tout ça nous l'ont caché, et ils ont développé quelque chose qui leur a donné une certaine supériorité qui n'a pas forcément été utilisée de la meilleure façon. Et pendant ce temps-là, mais un peu plus tard, les extraterrestres du bon côté, il y a un bon côté, un mauvais côté, en fait ont décidé que si on laissait faire les choses, ça allait mal finir. D'ailleurs, les bruits de guerre atomique, il y en a eu beaucoup, et donc ils ont fait en sorte que tout ça, ça se calme. Et il s'est créé une autre force qui était composée d'une autre partie de l'armée américaine, c'est-à-dire plutôt le côté espace et marine, à laquelle les Français ont participé. Et ils ont sorti un projet de défense qui était là pour contrebalancer les efforts. Et il y a eu des batailles
qui vous ont sans doute autant échappé qu'à moi. Alors on a parlé il y a 2-3 ans de guerre qu'il y avait eu dans l'Antarctique, dans des bases souterraines, dans laquelle on retrouvait des Allemands qui avaient fui après la guerre. Enfin, toute une histoire je vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est tellement trop long, puis on risque d'en parler toute la nuit. Et en fait, il y a eu des combats à ce niveau-là dans l'Antarctique, mais il y a eu des combats dans d'autres dimensions et sur d'autres galaxies. Aujourd'hui, la conclusion qui est donnée, c'est que le bien a gagné sur le mal et que tous ces extraterrestres considérés comme mauvais sont partis, ont quitté définitivement notre galaxie, et qu'aujourd'hui, les seuls ennemis qu'on a sur la Terre, c'est nous-mêmes, et qu'on a un certain nombre de problèmes à résoudre pour d'abord, premièrement, virer les anciens collaborateurs, hein, ceux qui ont collaborateur, je ne vous donne pas les noms, vous les devinez, et pour que, vous avez compris ce que je voulais dire, et donc de retrouver chacun à son niveau une liberté. Alors c'est quand même un travail qui nous incombe, ces fameux galactiques ont décidé qu'ils nous aideraient, ils nous ont dit, le travail de nettoyage maintenant, il vous appartient. Donc ça veut dire que les gens, il faut déjà qu'ils prennent conscience que les extraterrestres existent. Visiblement, si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse. Et donc, vous participez quelque part à cette révélation et à ce travail. Maintenant, ça concerne simplement 5%, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup de travail pour tous les gens qui sont autour de cette table. Et puis, il faut avoir le courage d'en parler, de passer des fois pour des rigolos. Et ça va être un long travail et qui est commencé et qui, à mon avis, va se finir, pas demain, mais beaucoup plus tard et qui va nécessiter beaucoup d'énergie de chacun. Mais bon, voilà, il va falloir se mettre au travail. Alors voilà la petite nouvelle que je voulais vous apprendre. C'est beaucoup de choses que je vous ai résumées en quelques mots. Maintenant, vous trouverez toutes les informations sur Internet. Il y a beaucoup de vidéos. Méfiez-vous, il y a du bon et du mauvais, parce qu'il y a toujours, quand on raconte des histoires, des gens qui en profitent et qui vous racontent n'importe quoi. Donc il faut faire appel à votre bon sens et voir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et c'est pas trop, avec un peu d'intuition, et ça les femmes savent le faire, on arrive à démêler le grain de l'ivraie. Voilà donc la petite digression que je voulais faire, et je vais vous passer maintenant à la diaporama que j'ai essayé de faire sur le Busségui et le mont Bugarache. Alors évidemment, maintenant ça m'est plus facile de parler des extraterrestres, parce que il y a 2 ans j'ai parlé des extraterrestres, il y a beaucoup de gens qui ont rigolé. Aujourd'hui je vois qu'il y a moins de gens qui rigolent et qu'il y a, je crois, beaucoup de gens plus intéressés. Mais oui, j'avais commencé, je reviens en arrière, je vous avais dit au début de la séance qu'on a découvert des momies qui avaient 3 doigts. Ça c'est très intéressant. Et il y a quelqu'un parmi cette réunion des galactiques qui s'appelle Elena Danao, dont vous avez tous entendu parler, qui a écrit déjà plusieurs livres et qui raconte son expérience. Et son expérience, si vous avez lu le livre, ça doit vous rappeler quelque chose. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Cette brave jeune femme, enfin maintenant elle est plus jeune, elle a été abductée à l'âge de 6 ans. Alors l'abduction, pour ceux qui ne savent pas, il y a 2 styles d'abduction. Il y a l'abduction librement consentie, celle que par exemple a vécu le fameux Robert Lortal dont j'ai parlé tout à l'heure, qui lui a accepté de son plein gré à monter dans une soucoupe volante et à partir faire un voyage qui l'a emmené dans l'Himalaya, dans d'autres bases. Et là, il a passé 1 an à apprendre plein de choses et faire simplement cadeau d'une chose, c'est de ses spermatozoïdes, parce qu'en fait, tous ces extraterrestres ont cette obsession d'améliorer les restes et de faire des croisements génétiques avec les spermatozoïdes des uns, les ovules des autres, ainsi de suite, pour arriver à avoir des êtres des fois complètement débiles et des fois des super hommes. Donc ça, c'est ceux qui sont volontaires. Ils sont pour la plupart pas volontaires, et souvent, c'est des gens qui ont été enlevés, qui ne se souviennent de rien, parce que les extraterrestres ont les moyens d'effacer dans vos mémoires ce qui s'est passé. La notion du temps n'est pas la même que le nôtre. Nous, c'est une ligne droite, et les secondes passent après les secondes. Chez les extraterrestres, le temps n'est pas du tout celui-là. C'est un cercle avec un point central où on est. Et donc, on a enlevé cette fameuse Elena Danao, et qui a supporté des sévices horribles, dont, évidemment, elle n'a pas pris conscience du tout, tout de suite. Et c'est là où c'est extraordinaire. Je vous raconte son histoire telle qu'elle est, c'est un peu... Et elle raconte que cette femme, au départ, elle a fait des études
d'archéologie, et elle est allée en Égypte, et elle a passé 8 ans en Égypte, chercher les pharaons, à gratter et tout, donc c'est quelqu'un quand même d'assez instruit. Elle a fait connaissance du pire voyou, qui est Hawass, qui est le conservateur du musée du Caire, qui raconte n'importe quoi, donc elle a connu ce gars-là, la pauvre. Et un jour, elle a eu très mal au ventre, elle a eu une hémorragie, et elle a été rapatriée d'urgence à l'hôpital. Et à l'hôpital, alors je sais plus je crois que c'est à Marseille, et à l'hôpital, elle était dans la salle sur un brancard, et on lui a dit, écoutez, on va vous opérer, ça ne doit pas être grave, c'est une hémorragie, ça peut arriver à des femmes, bon, pareil, génitale qui a des problèmes. Et puis, tout d'un coup, elle a pris conscience qu'il se passait quelque chose sur son ventre, et elle a écarté le drap, et elle s'est aperçue, je raconte tel quel, hein, vous le croirez ou pas, et elle s'est aperçue qu'il y avait des écailles qui poussaient sur son ventre. Vous imaginez un peu le traumatisme. Et puis, alors là, elle est complètement paniquée, et le chirurgien arrive et lui dit, on va vous opérer, donc elle n'a même pas le temps de lui expliquer. Elle est emmenée, et elle dit, avant d'être endormie, je voudrais quand même savoir ce que vous allez me faire et tout. Elle lui a dit, on vous promet, on vous dira exactement. Donc elle est opérée, et puis, en fait, ah oui, non, je crois que c'est pas comme ça. En fait, elle a appris, je ne sais plus comment, je passe un tour, mais ceux qui ont lu s'en souviendront peut-être, elle a appris en fait que pendant ses abductions, les reptiliens lui avaient changé son appareil génital, et qu'en fait, elle avait un appareil comme les momies de Nazca, avec un intérieur qui était plus fait pour avoir un fœtus, mais des œufs. Et elle apprend ça. Et donc elle dit au chirurgien qui va l'opérer, surtout tout ce que vous allez m'enlever, vous le gardez parce que je veux le voir. Elle est opérée, et elle sort du coltard, et elle demande où c'est. On dit, mais non, ça a disparu. Et donc, elle n'a pas pu voir effectivement ce qu'elle avait. Sauf qu'elle a su effectivement ce qu'elle avait, et là, il faut faire le rapport, effectivement, entre... et alors, je ne sais plus pourquoi, il y a aussi une histoire avec les 3 doigts, mais effectivement, c'est à rapprocher de cette histoire des momies de Nazca, parce qu'effectivement... ce qui a été trouvé à Nazca, c'est bien sûr des reptiliens d'une autre race, et c'est eux qui avaient fait les signes qu'il y avait sur la Terre pour d'autres races d'extraterrestres. Donc c'est très intéressant de savoir ça, et il faut penser que les humains qui existent aujourd'hui sur d'autres planètes ne sont pas forcément exactement notre réplique. Il y en a peut-être qui sont moins bien, et il y en a peut-être d'autres qui sont beaucoup mieux. Donc après, il faut avoir un esprit suffisamment large pour être prêt à accepter ça, et je pense que c'est le gros travail qu'on va avoir à faire, parce que si on vous dit par exemple que certains extraterrestres ont des têtes de reptiliens ou de montres religieuses, je suis sûr que le jour où on se trouve face à face à eux, ça doit faire un choc quand même, ça. Donc il faut accepter tout ça, il faut rejeter, je pense, tout ce qu'on nous a appris à l'école, au lycée et à l'église, et ça c'est un dur travail. Donc voilà ce que je voulais vous annoncer, et donc on va retourner au diaporama, si vous me le permettez. Alors évidemment tout ça, ça s'est effacé, il faut que je retrouve. Hop. Voilà, si tu peux baisser la lumière, ce serait bien. Parce que là, on ne voit pas bien. Alors, il y a plein de choses que vous savez, mais j'ai essayé, sauf ce que nous a appris monsieur tout à l'heure, que je ne savais pas. Donc, je suis loin de tout savoir, hein, très modestement, mais j'ai essayé de vous faire un petit résumé de tout ça. On va vous aider. Oui, je compte sur vous. Me faites pas trop concurrence, hein, parce qu'après les honoraires, on sera obligé de les partager. Il ne s'agit pas de concurrence. Non, mais je plaisante. Il faut de l'humour. Diaporama, à partir du début. Hop là. Alors, voilà, toc. Voilà, la souris, elle est sauvage. Donc, nous voilà au début. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous parler des 9 personnes qui ont participé à cette réunion du 11 juillet. Les voilà sous vos yeux. Je ne sais pas si vous arrivez à lire les textes. Donc, la première, c'est Elena Danaan. Ensuite, vous avez Jean-Charles Moyen. Vous avez ensuite David Rousseau. Tous ces gens, on en parle aujourd'hui dans les médias. Vous avez Daniel H. Alors, je ne sais pas quel est son nom exactement. Vous avez Chris Esson, qui est en fait l'organisateur de cette réunion qui a eu lieu donc près de Tours, mais qui était aussi l'organisateur d'une réunion qui avait eu lieu à Orlando l'année dernière, dont je ne sais pas si vous aviez entendu parler. Excusez-moi, parce que j'y étais, c'est pas du tout l'organisateur de Orlando. Ah bon? Non. Alors c'était qui? Une américaine qui s'appelait
Danny Anderson, et lui, il est allé en tant que spectateur. Ah d'accord, mais maintenant il se fait passer quand même comme organisateur, c'est jamais. Comme quoi, oui. Bon, il faut toujours croiser les informations. Hein. Donc il y a eu aussi Tamarina Maassen qui était... vous arrivez à lire, on peut lire sur l'écran? Non? Ça vous intéresse que je vous lise le descriptif ou on passe à autre chose? Oui, on passe à autre chose. Ok. Et puis, bon, alors je continue après, il y a Mélanie Charest, vous avez le fameux Robert Lortal dont je vous ai parlé tout à l'heure, et il y a Dan Winter, donc c'est les 9 qui ont participé à cette réunion et qui ont apporté beaucoup d'informations qui sont très intéressantes. Alors, on va commencer par Bugarach. Évidemment, vous savez où c'est, là je vous l'ai situé sur la carte. Donc, Bugarach, on va passer à la suivante. Là, vous avez vu où est le mont Bugarach. Alors, j'apporte une précision, c'est quand on parle du mont Bugarach, il faut avoir l'esprit large. Parce que bien sûr, il y a le Pech du Bugarach, et déjà, il y a 2 pics. Il y a le pic Grosse et le Pech du Bugarach avec 200 mètres d'altitude. Mais il y a aussi le village de Bugarach et l'église de Bugarach, qui sont incontournables et qu'il faut absolument aller voir pour comprendre toute cette histoire. Et puis, il y a un 3e endroit qui se trouve ici, c'est le domaine de la Salse, que vous connaissez sans doute aussi pour la plupart, qui est un domaine très intéressant dont on va parler. Autre petit détail, voilà une courbe d'altitude du mont Bugarach. Donc, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je l'ai amené, et justement, Jean-Michel va pouvoir nous donner les précisions. Il y a le Pech du Bugarach qui est le plus haut, 1231 mètres, et vous vous apercevez qu'il y a plusieurs grottes tout autour. Il y a Buffo-Fret qui se trouve ici. Vous avez ici la grotte de la cathédrale. Alors, quelqu'un me demandait tout à l'heure où c'était. Elle est éloignée elle est éloignée, elle est sur la barre... rocheuse, oui, c'est ça. Qui part vers l'est. Oui, c'est ça. Elle est ici, l'appareil là sur la carte, elle est là. Le problème, c'est qu'on ne la trouve pas parce qu'en fait, elle est entre 2 falaises et il faut trouver l'entrée pour pouvoir rentrer entre les 2 falaises. Sinon, c'est très facile d'accès. On la voit ici, là. Oui, c'est ce que je dis. Voilà, vous avez la... Voilà. Non, elle est ici, la grotte de la cathédrale. Elle est ici. Voilà. Ah oui, elle est exactement là. Mais là... Non. Avant, vous y étiez Non, là. elle est là. Elle est ici. Non, elle est ici. Grotte de la cathédrale. Elle n'est pas sur le mont lui-même. Non. Sur la barre rocheuse. Oui, elle est là, elle apparaît là, elle est au bon endroit. J'insiste, je connais, j'y suis allé, elle est là. Par contre, vous allez peut-être pouvoir m'aider, parce que moi je découvre sur cette carte, j'ai découvert ça il y a quelques temps, qu'il y avait ici une autre grotte. Qui connaît cette grotte? Quelle autre grotte? Celle-là que j'entoure avec la souris. Vous voyez la souris ou pas? Pas la fenêtre? Oui, on la connaît. C'est une grotte, hein? Je ne parle pas de la fenêtre. La fenêtre, elle est là, en dessous. Là, je vous parle d'une grotte qui est là, qui apparaît sur cette carte. Moi, j'en ai jamais entendu parler, et elle apparaît sur cette carte. C'est quand même pas un miracle. Donc, personne n'en a plus entendu parler que moi, visiblement. Elle fait partie du complexe mini-Atlante. Mais, ah bon? Elle fait partie du... Oui. Où pensez-vous que Salomon et sa clique ont trouvé l'or? Chez la reine de Saba? Non, ils ont trouvé les principales mines d'or exploitées par les Atlantes et antérieurement par les Anunnaki se présentent à l'intérieur du Bugarach, tout autour du Bugarach. Mais on a raconté une belle histoire en disant qu'ils faisaient venir l'or d'Éthiopie, de Somalie avec... Ouais, enfin ça ne m'explique pas pourquoi il y a une grotte ici que personne ne connaît. Mais enfin bon, on ne va pas passer la soirée là-dessus. L'image est trop floue. Pardon? Oui, cette grotte sous le Bugarach, oui. Ben oui, elle est connue. Celle qui était au milieu là que je vous ai montrée? Non, elle n'est pas connue. Je ne sais pas. Pardon? Celle que vous... Oui, celle que je ne connais pas. Elle la connaît. Ah bon? Ben oui, et puis... Ah, ça c'est intéressant là. Bon, on en discutera après. Bon, pour les gens qui ne connaissent pas, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas allés au Bugarach, voilà une belle photo de la façade nord. Et en fait, la cathédrale dont je parlais tout à l'heure, elle est quelque part par ici. Voilà. Donc le mont Bugarach, c'est un lieu de promenade extraordinaire, mais c'est beaucoup plus que ça. Au col du Linas, qui est l'endroit où on va stationner pour visiter Bugarach, est-ce que vous avez eu connaissance de cette construction? Alors il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas connue, parce qu'elle est restée là pendant 1 an. Je ne sais pas, moi, personnellement, qui l'a construite, et je sais encore moins qui l'a enlevée. Dessus, il y a les coordonnées GPS. Elle fait 3 mètres de hauteur quand même. Et elle était sur le parking du Linas. Et elle a disparu l'année dernière. Quelqu'un a entendu parler de cette pyramide? Oui? Ah bon? Bon,
On va passer la soirée ensemble. Alors moi, je ne connais pas. Alors, quand est-ce qu'on a parlé pour la première fois du Bugarache? Il y a un bouquin qui en a parlé et que certains d'entre vous connaissent. C'est Le Voyage au centre de la Terre, roman d'aventure écrit en 1864 par Jules Verne. Alors on dit que Jules Verne, en fait, a passé un an au hameau qui s'appelle Les Capitaines, et que de ces capitaines, il a parlé dans d'autres livres. Par ailleurs, il a aussi écrit un bouquin que vous connaissez tous, on a lu dans notre enfance, 20 milieux sous les mers, dans lequel officiellement on nous explique qu'il recherchait un monstre sous-marin, mais en fait il se dit aussi qu'il sous-entendait que ce monstre c'était l'Atlantide qui s'était enfoncé dans les flots et dont on ne savait pas où elle était passée. Alors, le livre certains ont peut-être la chance d'avoir l'original, Collection Hetzel. Et moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est l'image qui suit après. C'est ce livre qui est paru il n'y a pas tellement longtemps et qui, en fait, va résumer, grosso modo, ce que je vais vous dire après. Est-ce que vous connaissez, quelqu'un connaît ce livre? Oui. On l'a acheté aujourd'hui. C'est pas vieux. 2 exemplaires. Ouais, c'est pas vieux. Et en fait, je connais pas les gens qui ont écrit ce bouquin, mais en fait... des journalistes sociologues qui ont été aiguillés par Henri Guillem, qui est un spéléologue connu dans le coin. Ah ouais. Et donc, ils ont fait un bon schéma intéressant de ce qu'on peut trouver là. Et puis l'autre bouquin de Jules Verne, le voilà. Bon, c'est juste pour l'information. Je passe rapidement. Alors, là, j'ai fait un peu d'humour. Il y a beaucoup de photos qui ont été prises de véhicules inconnus, de formes diverses et variées, à des heures différentes et tout. Et ça m'a fait penser à Vol au-dessus d'un nid de coucou, film que vous avez sans doute tous vu, film de Milos Forman. Et là, vous avez une photo qui est parue dans les médias, dans les journaux, peut-être même sur la Gazette, avec une photo d'une soucoupe. Moi, j'ai eu la chance de faire une photo aussi. Alors ça, on peut tout en dire, que c'est un montage photographique, que c'est faux. Je ne sais pas si celle-là est bonne ou pas, mais je peux vous assurer que l'idée, c'est ce que dit Jean-Michel, c'est qu'effectivement, il y a bien des extraterrestres dans le coin et on va en parler. Il y a aussi une autre photo qui est celle-ci, amusante. Objet photographié au sommet du Bugarache en 2012. Alors là, on voit bien effectivement un disque. Maintenant, je ne vous garantirai pas que ce n'est pas un montage, je n'aurai pas cette prétention. Alors, j'ai posé une question, qui est l'inventeur du Bugarache? Vous savez que le mot inventeur est celui qu'on utilise pour les gens qui ont découvert quelque chose, un trésor, une chose comme ça, on parle d'inventeur. Alors, l'inventeur du Bugarache, c'est Jean de Rigny, pour moi. Alors, je suppose qu'un certain nombre d'entre vous ont entendu parler de ce monsieur. Il est mort en 2001. Tiens, j'ai mis un 0 de trop. Je suis dans le futur, là. C'était un parent de Gérard d'Ancos, qu'on a appelé Papus, qui lui-même était un disciple de Philippe de Lyon, qui est bien connu, qui était un thérapeute qui a multiples qualités. Et ce fameux Jean de Rigny a vécu au Maroc avant la guerre de 40. Et là, il a eu un contact médiumnique avec Philippe de Lyon, qui lui a apparu au cours d'un sommeil et qui lui a dit que sa mission sur Terre, c'était de trouver un endroit où il y avait une fontaine d'eau salée, ou une source d'eau salée plus exactement, une abbaye et un château. Et il lui a donné une piste en lui disant, c'est sans doute dans le midi de la France, du côté de la Provence. Il a cherché, il n'a rien trouvé du tout. Il a oublié cet échec et il a suivi sa vie. Il s'est lancé dans des affaires avec plus ou moins de succès. Et un jour est sorti le fameux bouquin de Gérard de Sède en 1967. Il tombe dessus. Tout d'un coup, il se souvient de l'histoire que Philippe de Lyon lui avait raconté, enfin le message que Philippe de Lyon lui avait passé, et il se dit, je pars pour Rennes-le-Château. Et là, il va à Rennes-le-Château, il est reçu par monsieur Bution, qui était le propriétaire de Rennes-le-Château. Il passe quelques semaines là, et il lui explique qu'il cherche donc une fontaine salée,
Une source salée, décidément j'en vais aux fontaines, une source salée, Bution lui dit écoutez, je suis navré, je connais pas, mais il y a tellement de choses dans le coin, cherchez et tout. Et au bout d'un moment, il lui dit mais écoutez, il y a trop longtemps que vous êtes là, j'ai que 3 chambres, il faut que vous partiez, puis je suppose qu'il avait plus les moyens de payer. Et il l'envoie à Rennes-les-Bains et il lui dit là, vous allez pouvoir louer une chambre. Et donc il loue cette chambre et le lendemain, il discute avec le propriétaire. Et le propriétaire lui dit évidemment, mais qu'est-ce que vous faites dans le coin? Il dit, bah écoutez, je cherche quelque chose, mais vous cherchez quoi, mon bon monsieur? Et il lui répond, effectivement, je cherche une source salée, je cherche une ruine de château et des restes d'abbaye. Bah, il dit, écoutez, il y a une chose que je sais, c'est que dans le coin, il y a une source salée et je suis le propriétaire du terrain, donc je peux vous y emmener. C'est quand même assez extraordinaire. Et donc, ils sont partis à travers bois, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de route. Aujourd'hui, on peut y aller sans trop de difficultés. Il y a un parking, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un chemin balisé. Et là, il voit l'endroit, il dit, c'est fabuleux, ça a l'air de correspondre à ce que je cherche. Et il va donc, avec des membres de sa famille et d'autres amis, retaper les bâtiments qui étaient en ruine. Et il va s'installer là. Il va même réussir à acheter le terrain au propriétaire qui s'appelait, je ne sais pas comment je connais. Et il va rapidement rencontrer des extraterrestres. Et là, il se dit, je suis vraiment sur la bonne piste. Et puis, il va aussi rencontrer quelqu'un d'autre. C'est Monique Mathieu, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est en fait une médium connue, réputée, qui est toujours vivante et qui est en Dordogne, et qui va l'aider à rentrer en contact avec les extraterrestres et à l'aider dans ses recherches. Et donc, grâce à elle, il va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Lilor, ou qui leur dit s'appeler Lilor, qui est le responsable d'une des bases, parce qu'en fait, il apprend au cours de ses recherches qu'il n'y avait pas une base, mais 3 bases. Et le fameux Lilor lui dit surtout, ne rentrez pas dans les souterrains, vous risquez votre peau, et vous ne serez pas accueillis et pas acceptés. Bon, il n'en a fait qu'à sa tête, visiblement, et il a cherché les souterrains et il en a trouvé. Alors, je ne sais pas s'il allait très profondément. En attendant, on a le témoignage d'un ami qui était routier, qui raconte qu'il a aperçu, donc avec Jean de Rigny, un souterrain énorme, et je reprends les textes qui étaient là, qui étaient avec des murs lisses comme du mica, dans lequel un camion pouvait rentrer. Alors moi, j'ai eu des témoignages de quelqu'un, presque des témoins directs, puisqu'en fait, il est sorti dans un journal qui s'appelait Planète. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Jean-Michel, je suis sûr que ça lui dit quelque chose. Planète, il y a eu 5 ou 6 articles dans lesquels 2 femmes qui étaient journalistes. Et il y a donc 2 journalistes que j'ai rencontrés récemment qui avaient fait ces articles dans ce journal et qui ont donc non pas rencontré en 2005 Jean de Rigny parce qu'il était mort, mais qui ont rencontré les gens qui avaient collaboré avec lui et qui lui ont donné globalement toutes les informations que je vais vous donner là, que certains peut-être connaissent. Voilà, on est revenu. Voilà. Donc on passe là. Et donc il va découvrir au cours de ses recherches qu'il y a 3 bases habitées par 3 races d'extraterrestres différentes. Alors lui, il parle d'Anunnakis, de Vénusiens et de 3e plus petit, visiblement des petits gris. Autre détail assez amusant, c'est que dans les années 70, JDR, c'est-à-dire Jean de Rigny, va rencontrer Roscoe. Est-ce que vous avez entendu parler de Roscoe? Oui. Hein? Exactement. Et cette femme raconte une histoire extraordinaire. Elle ne fait pas partie des abductés. Alors moi, je l'ai connue une fois de plus grâce à Elisabeth de Caligny, qui en a parlé au cours d'une de ses émissions. Donc vous retrouvez le bouquin, vous aurez du mal à le retrouver. Le bouquin est épuisé, mais en cherchant bien, on peut le trouver d'occasion. Mais vous allez sur Nurea TV, vous trouverez l'émission qu'elle a faite dessus. C'est une jeune femme, j'essaye de la faire courte, qui en fait habitait à Nîmes ou à Montpellier et qui un jour décide de remonter dans la garrigue et d'aller passer la nuit dans un mazet. Mazet, c'est une petite cabane et tout. Et là, en pleine nuit, elle est réveillée par ses chiens qui aboient, donc elle se panique, elle était seule, elle est chercher des affaires. Et elle entend les chiens aboyer, elle essaye de les calmer, elle n'y arrive pas. Et finalement, elle sort. Et là, elle tombe nez à nez avec quelqu'un en pleine nuit. Et le gars lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et elle dit « Vous n'êtes pas gonflé. C'est à moi de vous poser la question. Qu'est-ce que vous faites là ?» Et le gars lui répond clairement « Là, je suis là avec des amis. » Et il sort de l'ombre 3 ou 4 gars, tout habillés de noir, beaucoup plus grands que la norme, qui ne parlent pas français, alors que le premier parlait français.
m'a dit, mais attendez, c'est qui, vous êtes qui? Alors lui explique qu'en fait, il était professeur et que, n'ayant pas de vie intéressante, il avait décidé de collaborer avec les extraterrestres et qu'il faisait partie de la bande qui était derrière lui et qu'ils avaient débarqué là parce qu'ils voulaient récupérer des échantillons de plantes, de rochers, de tout. Alors, elle n'en croit pas ses yeux, des gars qui font presque entre 2,50 m et 3 mètres. Et les gars, alors elle est complètement paniquée, on peut l'imaginer, il la rassure en disant, mais attendez, vous ne feront pas de mal, ils sont gentils, ils veulent simplement des échantillons. Alors elle pense qu'il y a une chose, c'est à se débarrasser des loustiques en question. Mais les loustiques, pour les pâter, ou plus loin pour la rassurer, commencent à faire des expériences, ils déplacent des pierres, ils déplacent elle ne comprend plus rien du tout. Et puis, bon, elle donne des échantillons, et il parle un peu aussi de l'avenir, il parle de risques, de dangers et tout. En fait, plutôt des prophéties noires et un peu inquiétantes. Elle pense qu'il y a une chose, c'est qu'ils s'en aillent, c'est ce qu'ils font. Le problème, c'est que, alors, avant de s'en aller, il lui propose de collaborer en disant, mais faites comme le monsieur, là, vous montez avec nous dans l'OVNI qui est caché derrière, elle va voir, elle voit l'OVNI et tout, et elle dit, non, non, moi, j'ai un enfant qui m'attend, j'ai mon père qui m'attend, c'est impossible, donc bon, ils s'en vont, ils partent, puis elle pense être tranquille, pas de peau. Quelques jours après, en plein sommeil, elle est réveillée par un gars qu'elle va surnommer mon tracassin. Alors non, d'abord, il y a un premier stade, c'est qu'elle fait des rêves prémonitoires. Et elle annonce plein de catastrophes, d'avions qui s'écrasent, de catastrophes à Téhéran et tout. Et elle n'en revient pas parce que elle raconte ça, elle avait divorcé, elle raconte ça à son nouveau mari qui la regarde un peu étonnée parce qu'en fait, ce qu'elle voit se réalise quelques jours après. Donc, je dis, mais c'est pas possible. Et puis, bon, elle se dit, bah, bon, après tout, c'est pas si désagréable que ça, je vois un peu l'avenir. Et puis, ça se gâche après parce qu'effectivement, pendant un rêve, il y a un gars qui vient la voir et qui lui dit, ben voilà, je suis chargé de faire votre éducation et je vais vous apprendre plein de choses. Maintenant, vous allez me suivre. Et il l'emmène en voyage intersidéral, vous appellerez ça comme un extracorporel. Et il l'emmène dans des coins incroyables et elle va visiter quasiment la planète entière. Et elle va aller, par exemple, sous le Sphinx et elle va rentrer dans des salles pas possibles. Alors, il lui explique que ça, c'est les archives de la connaissance. Ça, ici, il y a l'Arche d'Alliance. Alors, il dit, mais l'Arche d'Alliance, elle n'est pas là, elle est à Jérusalem. L'autre, tu réponds, non, non, vous faites erreur, elle n'est pas loin. Alors, elle ne sait même pas où elle est parce que... et alors, il y a un moment... Elle sort, elle arrive dans une salle et puis elle voit une arbalète qui est pointée vers le ciel. Elle dit, mais c'est quoi? Et le fameux tracassin lui explique que c'est pour tuer les gens qui essaieront de passer là. Et puis ils sortent et dehors, elle lui dit, bah, là il y a une tombe. Et sur la tombe, elle voit marqué ici repose Rose et son corbeau. Elle s'appelle Rose, hein. Donc elle n'en revient pas. Et elle dit, mais là, on est où, là? Et il lui dit, mais on est juste au-dessus de la salle où il y a l'arbalète. Et il dit, vous approchez pas de là parce que l'arbalète va partir, vous serez tué sur le coup. Puis elle fait le tour et elle s'aperçoit que derrière, il y a un autre texte qui dit, si vous savez parler la langue des oiseaux, vous saurez déchiffrer l'énigme de Rose, et ainsi de suite. Et donc, elle fait un voyage extraordinaire. Je vous conseille de suivre cette émission. Elle est fabuleuse. On apprend plein de choses et tout. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 1970, coïncidence de la vie, dans une réunion qui était pas très loin d'ici, le fameux Jean de Rigny est invité à un cocktail et quelqu'un lui dit, il y a quelqu'un qui veut vous renseigner. Et on lui présente une jeune femme. Et cette jeune femme lui pose une question, si vous aviez à choisir entre, je ne sais plus quoi, des oiseaux, Jésus, enfin bon, une énigme. Il répond bien à l'énigme et la personne lui dit, eh ben, c'est vous que je cherchais. Ah bon, vous me cherchiez pourquoi? Eh bien, il dit, là, je fais partie, c'est Roscoe qui parle, qui lui dit, on cherchait, c'est-à-dire plusieurs personnes, dont elle, on cherchait un représentant de la Fédération terrestre, parce qu'il y a eu une démission ou quelqu'un qui est mort, et en fait, on pense que c'est vous qui doit rentrer dans cette fédération, et cette fédération est en contact avec la fédération galactique dont je parlais tout à l'heure. Donc vous voyez des histoires incroyables qui sont en train de se mettre en place et tout. Et donc voilà un élément assez bluffant quand même. Donc là vous avez des photos des 3 personnages dont je parle. Ils peuvent être contestés, moi je ne suis pas d'accord, mais enfin ça c'est une autre histoire. Vous avez à gauche Jimmy Guyeux,
qui s'était beaucoup intéressé à cette histoire. Vous avez le fameux Jean de Rigny qui est au milieu, et vous avez la photo de Monique Mathieu, qui est là et qui a aidé donc Jean de Rigny. Donc en fait, on a quand même besoin pour croire Monsieur de Rigny, pas simplement des bruits de fond, mais aussi des enregistrements. Donc je voulais vous passer un enregistrement qui était très intéressant. Je m'excuse, ça marche pas, des fois ça marche, c'est les secrets. Par contre, vous pouvez le trouver sur Internet relativement facilement. Et il a enregistré donc des bruits, comme des bruits de rotative, qui venaient du sol, qui étaient en dessous de chez lui. Et il aurait même enregistré, dit-il dans ce document, des voix allemandes. Alors des voix allemandes, ça pose quand même des questions qui rejoignent quand même un petit peu Monsieur Poux de loin. Et est-ce qu'il n'y avait pas effectivement des Allemands dans ces bases extraterrestres? Donc je pose la question, et j'en sais pas plus, mais c'est intéressant de savoir ça. Par contre, il y a des éléments beaucoup plus intéressants, c'est les études qu'il a faites, parce qu'il avait un certain nombre de relations qu'il a fait venir. Et il y a des amis qui travaillaient au CNRS et puis à la NASA, qui sont arrivés avec des engins, là je lis bêtement, magnétomètre à protons doublé d'un VHL. Et là, ils déterminent, grâce à cette espèce de laser, qu'il y a effectivement 3 coupoles sous cette région de la Salse, avec des tailles différentes, et qui sont visiblement habitées par des extraterrestres de races différentes. Voilà. Donc ça, c'est un jugement qui lui est donné de son vivant, qui est intéressant. Mais en 2008-2009, donc Rigny est mort, mais les études continuent à la demande des gens qui avaient collaboré avec lui, et il est demandé à un monsieur qui s'appelle Bockelmann, de l'Institut géophysique de l'Université de Göttingen, de venir faire des analyses. Il est venu donc avec le matériel des étudiants, et il va à l'endroit que vous connaissez tous pour la plupart, l'endroit où il y a les fours verriers. Vous connaissez cet endroit, je suppose. Et en fait, il trouve des éléments qui ne sont pas du verre, mais du métal, et il en déduit que ces morceaux de métaux ont été chauffés à plus de 2000 degrés et refroidis rapidement. Et c'est là où le plus surprenant, déjà d'arriver à 2000 degrés, c'est assez exceptionnel, et ils sont refroidis de 100 degrés toutes les secondes. Donc un refroidissement très, très rapide qui ne peut être obtenu que grâce à un surgénérateur rapide à sodium. Sodium, on est à la Salse, il y a du sel, donc vous voyez qu'il y a aussi là des coïncidences quand même. Et ceci, en fait, d'après ce technicien, ce scientifique plus exactement, concerne une mode de propulsion qui a sans doute été remplacée par le mercure. Alors le mercure, il n'y en a pas à l'état normal dans le coin, sauf que dans le mont Bugarache, il y a une pierre que vous trouvez très facilement, qui est à fleur de terre, qui s'appelle le cinabre. Parce que certains ont déjà entendu parler de cette pierre. C'est une pierre un peu rouge, fondue à 583 degrés, très précisément. Elle donne du mercure. Or, le mercure, c'est un liquide, bien sûr, mais qui a servi de carburant dans le temps aux engins interplanétaires. Qui a démontré que c'était crédible, c'est un certain Blumrich, qui était un Allemand qui travaillait pour les nazis avant la guerre et qui, au moment de la paix, a changé de camp, est allé aux États-Unis. Et aux États-Unis, il a rencontré Wernher von Braun, qui a développé les fusées, et il était spécialiste des moteurs. Et ce gars était passionné par les moteurs, donc il a collaboré avec la NASA pour développer ses moteurs. Après, il a pris sa retraite et il a décidé de démontrer que le mercure était donc le carburant qui était utilisé avant. Il avait une première piste, c'était dans le Mahabharata, c'est l'équivalent de la Bible pour les hindous, dans lequel on parle non pas des ovnis, mais des vimana, et le carburant des vimana, c'est le mercure. Et confirmant aussi cette hypothèse, c'est que dans beaucoup de temples sud-américains, il a été trouvé des réserves de mercure, ce qui semble démontrer qu'effectivement, c'est le carburant qui était utilisé à l'époque. Bien évidemment, maintenant, on a changé, mais donc, visiblement, au Bugarache, on pouvait avoir suffisamment de mercure, donc, effectivement, d'alimenter les engins qui venaient là. Et puis, donc, ces études ont été faites par ce monsieur, et à peine les avait-il finies en 2009, que l'ONF s'emparait du domaine de Rigny, de Jean de Rigny, passait un grand coup de bulldozer dans la région,
Et aujourd'hui, vous avez de superbes fours verriers dont on vous explique qu'ils ont servi à faire du verre. Ce qui est complètement farfelu, les archéologues l'ont dit. Il y a une autre hypothèse qui est peut-être plus vraie, c'est que le trésor des Visigoths a été trouvé dans le coin et que Louis XIV se serait servi de ces fours pour fondre les pièces qui sortaient. Corroborant un peu cette idée, c'est un petit détail, si vous demandez les armes de la ville de Sougraigne qui est juste à côté, en fait c'est un fond vert. Le fond vert, c'est le symbole de l'Orient, et il y a 3 rectangles couleur jaune or, et c'est le blason de Sougraigne. Évidemment, quand on voit 3 triangles jaunes or, on peut penser que c'est des lingots, et ça, donc c'est peut-être une façon de rappeler ce qui s'est passé là. En attendant, aujourd'hui, on vous dit que c'est des fours qui ont servi à faire du verre. On peut simplement voir une photo. De toute façon, on ne retrouvera plus tout ce qui avait été trouvé, c'est-à-dire des entrées de souterrain. Bon, le coin est joli, le chemin est touristique, mais ça s'arrête là, malheureusement. Bon, après, comme témoignage, preuve matérielle, il y a quand même beaucoup de films et de photos qui ont été prises. Je vous passe les détails, tout le monde en connaît. Il y a des photos qui ont été prises, par exemple, il y a un phénomène qui est redondant. C'est des gens qui prennent des photos, qui regardent les photos comme ça, ou qui regardent la photo qu'ils prennent, il n'y a rien dans le ciel, et quand ça arrive chez eux, ils développent les photos. Quand c'était du temps où on développait les photos, et apparaissaient des véhicules ou des signes ou des textes dans le ciel, donc des phénomènes inexplicables, quoi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, plus d'autres phénomènes que je passerai rapidement. Donc ça, c'est pour le mont Bugarach. Donc globalement, on ne peut pas dire qu'il y ait des choses étonnantes et de grandes révélations. Enfin, pour moi, je parle pour moi. Le mont Bucegui, par contre, alors il est en Roumanie, c'est un mont qui n'est pas très connu, il est en Roumanie. Voilà la carte. Vous avez ici Bucarest en bas. En jaune, hein, entouré, et vous avez légèrement au nord-ouest, ici, la région du Bucegui. Et au cas où vous ne connaîtriez pas bien la géographie, ce qui était aussi mon cas, vous avez l'Ukraine qui est ici, avec Odessa, dont on parle beaucoup actuellement, et on parle beaucoup de découvertes assez étonnantes et d'objets de combat en Ukraine. Voilà un peu plus en détail la possibilité qu'on a de visiter le Bucegui, parce qu'on peut y aller encore, on peut aller au sommet. Donc vous avez un téléphérique qui part d'ici, de ce village Busteni, et qui vous emmène ici sur le plateau qui s'appelle le Babel, le Babelkar, et il parle de Sphinx. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une espèce... Alors Babel, je ne sais pas pourquoi, ça fait penser à la tour de Babel, mais je ne vois pas où est la tour de Babel, mais je vais vous montrer une photo. Par contre, il y a une pierre qui est érodée naturellement, qui ressemble effectivement à un sphinx, et c'est le nom qu'on a donné au coin. Et voilà. Alors, de ce Bucegui, je suppose qu'un certain nombre d'entre vous ont lu les 4 livres qui ont été écrits par Radu Sinamar, qui en fait a eu des informations et a donné quelques éléments sur les découvertes qui ont été faites là-bas. Et ces découvertes ont été traduites par Attente Édition. En voilà les 2 principaux, mais il y a 4 ou 5 livres que je vous conseille d'acheter parce qu'on apprend beaucoup de choses là-dessus, sur ce qui se passe dans les souterrains, comment on se déplace, les méthodes de déplacement dans les souterrains. Et ce qui est très amusant, c'est que on vous donne des informations sur les modes de déplacement, et ces modes de déplacement, la fameuse Roscoe en a parlé aussi dans ses visions. Donc c'est étonnant de recroiser des choses comme ça, parce que moi je n'ai pas cherché de faire des études particulières, mais ça vous tombe comme ça dans les pattes, vous vous dites, mais c'est incroyable. On trouve, d'ailleurs, autre petite information qu'on retrouve aussi, dont je n'ai pas parlé, mais dont vous avez sans doute entendu parler. Vous savez qu'à Venise, avant la guerre, sur une île de la lagune, il y avait un couvent bénédictin dans lequel il y a eu 2 moines, un s'appelait Ernetti, l'autre je ne sais plus trop quoi, qui un jour faisaient des recherches sur la musique sumérienne. Donc bizarre, on est encore sur le sujet des Sumériens. Et en fait,
ils essayent de mettre un espèce de... l'ancêtre du magnétophone, ils essayent de développer ça, et ça merde, il n'y a pas d'autre mot. Ils font ça avec des nerfs qui cassent et tout. Et l'un des deux moines s'énerve et il appelle à l'aide son père qui est mort depuis longtemps en disant « Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fous, papa? Viens donc m'aider, tu vois bien qu'on merde, viens donc nous aider. » Et puis il se calme, il continue. Le lendemain, ils reprennent le travail, ils écoutent les enregistrements et il entend la réponse du père. Le père qui lui dit « Mais mon fils, tu n'as pas la foi, tu m'as appelé, mais tu n'avais pas besoin de m'appeler. S'il était nécessaire qu'on arrive, on sera arrivé. Point à la ligne. Calme-toi. » On dit à ses enfants. Et donc, ils continuent leur recherche. Et là, ils arrivent à développer un appareil extraordinaire qu'on a appelé plus tard le chronoviseur. Et ils vont en parler. Alors, ils font des expériences, ils modifient leur appareil de plus en plus, et un jour, ils se disent, mais maintenant, alors l'appareil, il est compliqué, mais grosso modo, il y a un petit écran télé noir et blanc, il y a un modulateur de fréquence, puis il y a 2-3 antennes, ainsi de suite, et ils mettent ça au point, c'est avant la guerre, donc c'est quand même des techniciens qui méritaient d'avancer. Et ils en parlent. Alors il y a un des moines qui panique et il dit mais attends, si on a capté la voix d'un mort, ça c'est diabolique. Et là on peut pas continuer, on est moine. Il faut en parler au pape. Et il part au Vatican et il en parle à Pie XII. Et Pie XII leur dit mais non, mais c'est très intéressant ce que vous avez trouvé. C'est pas le diable, non. Continuez à chercher. Je vais vous donner des moyens. Je vais vous donner même des scientifiques qui vont vous aider. Et puis vous me donnerez le résultat plus tard. Mais il va falloir bosser dur. Et il envoie des techniciens, des scientifiques de haut niveau. Et ils bossent comme des malades. Et finalement, un jour, ils arrivent à un appareil qui était celui que j'étais en train de vous décrire. Et ils se disent, maintenant, on va essayer de capter. Et la première chose qu'ils captent, c'est le Duce. Et ils entendent le Duce qui a été exécuté depuis déjà quelques années. Et ils l'entendent dans un discours extraordinaire. Après, ils captent, je ne sais plus, Démosthène, ou qui est en train de faire un discours non moins brillant. Mais ils se disent, c'est pas possible, on est en train de remonter dans le temps. Et puis il y en a un qui a l'idée farfelue de dire mais si on peut remonter dans le temps comme ça, peut-être qu'on va arriver à capter la vie de Jésus. Et en fait, ils tentent et tombent sur la vie de Jésus. Et ils assistent à la crucifixion et ils voient qu'en plus à cette crucifixion de peut-être Jésus, en tout cas d'un homme, il y a des gens qui interviennent, qui sont des extraterrestres dans des véhicules et qui sont là. Alors là, ils n'en reviennent plus du tout. Et là, ils appellent donc le Vatican. Le Vatican dit écoutez, vous venez avec un enregistrement, moi je convoque le président de la République, quelques scientifiques, et on fait une réunion, mais top secret, et il les reçoit, et ils font leur démonstration. Ils avaient filmé avec une des premières caméras de l'époque, une marque très connue et encore maintenant, et ils amènent ça à Pie XII, et tout le monde regarde ce film complètement étonné, ils n'en croient pas leurs yeux, tout le monde applaudit. Et eux, les deux bénédictins, disent au pape, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le pape les regarde, vous me donnez les plans, il les déchire, la machine, je la prends, elle va dans la cave, et vous en parlez plus, c'est terminé. Alors évidemment, on peut se poser la question, quelle est la réaction de Pie XII? C'est pas compliqué à répondre à ça. Vous imaginez Pie XII avec un engin qui vous apprend le passé. Autant vous dire que tous les mensonges de l'Église, ils tombaient, donc à moitié ses bouches cousues. Et on pense en fait que c'est fini, on n'entendra plus parler de cet appareil. Il semblerait que les Américains aient eu quand même copie des plans et qu'un certain Tesla, qui vous dit peut-être quelque chose, aurait participé à la mise au point d'un procédé à peu près identique. Mais ce qui est intéressant, et je reviens à Busségui, c'est que quand les gens sont arrivés à entrer dans le mont Busségui, ils ont vu qu'il y avait des tables, on va parler, et qu'il y avait des projections holographiques. Et que ces projections, manuellement, on pouvait déplacer presque les souris et ils changeaient de siècle, de civilisation et tout. Et sur quoi ils sont tombés? Évidemment, sur la vie de Jésus. Et sur la vie de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont vu? Exactement ce qui avait été vu sur le chronoviseur. C'est une coïncidence, sans doute. Certains vous diront que c'est pas vrai. Je vous passe les événements tels qu'ils sont. Et on revient donc à ce mont Busségui. Donc là, il y a 4 bouquins intéressants à lire. Il faut absolument les lire. Alors pour moi, très clairement, c'est la découverte du siècle. Alors en fait, le site, il est composé de 3 choses intéressantes. Le fameux Babel, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le Sphinx qui est au-dessus. Alors le Sphinx, on le visite grâce au téléphérique. Et puis il y a la base qui est dessous. Alors la base, évidemment, on ne va pas la visiter. Mais comment en fait elle a été découverte, cette base? En fait, voilà ce qu'on voit quand on voyage et qu'on va en Roumanie et qu'on voit le site. Et ça, donc c'est le Sphinx vu de derrière avec la fameuse Babel. Je ne sais pas ce que veut dire Babel. Alors comment ils ont découvert ça? En fait, visiblement,
on est au moment de la... Voilà d'autres photos. Voilà le fameux sphinx. Alors ça ressemble un peu au sphinx, mais enfin bon. Voilà en fait ce qui a été découvert. Donc vous avez ici le sphinx, vous avez Babel, les deux blocs rocheux, et pile poil dans l'axe, vous avez dessous cette base souterraine qui est vraiment parfaitement axée. Alors comment ça s'est passé? On est donc en 2002. En 2002, il y a un satellite de reconnaissance et de détection, comme beaucoup, qui est en train de tourner, qui appartient aux Américains, et ils aperçoivent effectivement une colline qui paraît creuse, et sur laquelle on ne détecte pas d'accès. Et ils trouvent ça tout à fait bizarre, et cette information quand même circule un peu partout. Et il semblerait que les francs-maçons aient été au courant de cette information parce que en 2003, un certain Massini, tout ça vous le retrouvez dans les livres, un Massini qui connaissait bien la Roumanie, décide de faire des investigations. Mais c'est en 2003. Entre 2002 et 2003, la guerre irakienne des Américains contre les Irakiens s'est déclenchée. Et vous connaissez le motif qu'on avait donné à l'époque. On avait dit en fait que les Irakiens étaient des bandits. On a accusé de dire que les Américains en fait voulaient s'accaparer le pétrole. Et puis après on est allé plus loin, a couru le bruit qu'en fait au sud de Bagdad, pas loin de Babylone, Babylone qui veut dire en hébreu la porte des étoiles, là encore une petite coïncidence, pas loin donc de Babylone, plutôt dans les ruines de Babylone, mais on ne sait pas exactement où encore, ils auraient trouvé une base extraterrestre. Et en fait, quand les Irakiens ont dit il faut absolument qu'on intervienne militairement parce que Saddam Hussein est en train de développer la bombe atomique, ils savaient très bien que c'était pas ça la vérité, mais que la vérité était que les Irakiens étaient en train de faire exactement ce que les Américains avaient fait en 1947, c'est-à-dire de collaborer avec des extraterrestres, une autre race, qui allait leur donner des armes, qui allait pouvoir permettre à Saddam Hussein de tenir tête à notre ami Bush, fils. Et donc, les Américains, aussitôt, sont intervenus, ont pilonné la base, ont tout bousillé, a priori, et voilà comment, a priori, c'est fini l'histoire. Sauf que, en 2003, je reviens à Massini. Massini arrive à rentrer en contact avec les services secrets roumains. Et il rencontre un certain César, je ne me souviens plus du nom exact, qui a des dons vraiment de visionnaires et ainsi de suite, et des dons particuliers, qui leur dit, eh ben, écoutez, moi je peux vous aider. Et il décide d'amener un engin pour creuser un souterrain. Ils vont creuser un souterrain qui va leur permettre d'arriver dans un tunnel. Et là, ils voient qu'il y a des barrières effectivement énergétiques. Et le fameux César leur dit surtout, n'avancez pas, sinon vous allez être grillés. Évidemment, il y avait des Américains qui étaient là, je ne sais pas par quel miracle, et les Américains n'en font qu'à leur tête, et il y en a 3 qui sont grillés aussitôt. Exactement la même mort, là je suis d'accord avec Jean-Michel Poux, et ils ont été grillés, desséchés, la même mort effectivement que Betex. Et là le César dit, écoutez, moi j'ai des dons parapsychologiques et laissez-moi faire, soyez calme, je vais arriver à ouvrir les portes. Et il fait sauter petit à petit les différentes protections qu'il y a. Alors il y a des dômes de protection, il y a des rideaux de protection, et ils finissent par entrer dans un couloir extraordinaire. Je passe à la diapo suivante. Ah oui, alors non, ça c'est l'histoire. L'histoire, je reviendrai dessus après. Et donc, en fait, ils vont pénétrer dans un tunnel, et ce tunnel, finalement, il finit dans un très grand hall, où là, il y a des tables qui font 2,50 m de haut. Donc, ils ont déduit, logiquement, que s'il y avait des tables de 2,50 m, c'est qu'il y avait des gens beaucoup plus grands, qui devaient faire au moins 3 mètres, qui étaient là. D'ailleurs, ils sont obligés de prendre des échelles pour monter sur les tables et voir que sur les tables, il y a des signes qui ressemblent un peu aux signes cunéiformes, l'alphabet sumérien. Et là, en tapotant, ils s'aperçoivent que des images apparaissent, il y a un écran holographique, et c'est là qu'ils découvrent effectivement qu'on a accès à toutes les civilisations de tous les temps et de tous les coins. Et donc, il y a des films qui défilent et tout, c'est fabuleux. Ils n'en reviennent pas. Et puis, ils continuent, ils s'aperçoivent qu'il y a 3 souterrains qui donnent dans la salle.
et puis il décide d'aller dans un des souterrains. Et là, pas de chance, il déclenche visiblement une sécurité, parce que aussitôt, réaction des Américains, qui s'aperçoivent qu'en Irak, dans la base qu'ils viennent de détruire, il y a tout d'un coup un remue-ménage pas possible, il y a des trucs qui bougent, des barrières, et là, ils devinent qu'en fait, il y a une interconnexion entre la base d'Irak et le mont Busheghi. Et aussitôt, ils débarquent avec la légèreté et la souplesse de caractère dont ils font souvent preuve, et ils expliquent aux Roumains que maintenant, c'est plus à eux que c'est aux Américains, et ils expliquent surtout aux Roumains qui étaient prêts à révéler toutes les découvertes qu'ils venaient de faire, qu'il fallait se taire, et que s'ils ne se taisaient pas, ça allait mal se passer. Motus et bouche cousue, maintenant le Busheghi est américain, c'est fini, c'est terminé, ça nous appartient. Et c'est donc eux qui ont continué les investigations, et c'est là qu'on découvre la vérité, que j'ai résumé ici. Cette construction de Busheghi date sans doute de 100 000 ans avant Jésus-Christ, donc ça ne date pas d'hier. Elle a été achevée 38 000 ans plus tard, donc là on a des éléments très précis que sans doute ils ont eu grâce à ces projections holographiques, et qu'elle a été mise en service par les Atlantes en moins 56 000, donc c'est pas hier, hein, il y a un certain moment, et que le site, lui, a une histoire encore plus ancienne que celle-là. Et pendant les tractations qu'il y a eu entre les Américains et le gouvernement roumain, le Vatican s'est mêlé des discussions. Ils sont intervenus en disant aux Roumains, qui sont plutôt catholiques, calmez-vous, on est le pape, on a la vérité, on va vous aider. Et en plus, si vous nous écoutez, on vous révélera le passé de la Roumanie, parce que votre histoire est très intéressante et on peut révéler plein de choses qu'on vous révélera plus tard. Le pape, une fois de plus, a menti, il n'a jamais rien révélé à ses pauvres Roumains. Et aujourd'hui, c'est de nouveau d'actualité, puisqu'effectivement, en Irak, on a découvert des choses qui est l'objet d'une bataille acharnée actuellement. Donc là, c'est ce que je viens de vous résumer rapidement. Donc on ne va pas perdre de temps à le lire. Et donc les Américains ont cadenassé, on ne peut plus évidemment rentrer là. On a très peu d'informations, sauf ce qu'a raconté Radu Sinamar. Ça s'arrête là, mais déjà c'est quand même pas mal et ça décoiffe. Alors Radu Sinamar, en fait, c'est un nom d'emprunt. Et il est rentré sans doute en contact avec un des membres des services secrets qui lui a rapporté tous les éléments qu'il a donnés dans son bouquin. Et qui touche donc à toute l'histoire de l'humanité. Donc vous imaginez l'information. Alors évidemment, on va remonter bien avant les Anunnakis, et c'est là où effectivement ça va décoiffer. Alors voilà des éléments que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Vous avez la salle qui est en coupe ici, avec un bouclier énergétique qui protège cette salle qui est de centre sphérique, et on a ici les côtes. On sait aussi qu'il y a 3 souterrains importants. Alors les souterrains, il y en a un qui va en Égypte, il y en a un autre qui va en Irak, et le 3e va dans l'Agartha. L'Agartha, donc le centre de la Terre. Alors là, c'est encore une découverte, parce que l'Agartha, vous avez tous entendu parler, Jules Verne nous en a parlé, c'est un mythe, c'est le centre de la Terre qui est habité, qui est creux et tout ça c'est une fantaisie, sauf que là, effectivement, il y a un souterrain qui y va et tout. Puis il y a des ramifications qui vont dans différents endroits, entre autres dans le désert de Gobi. Enfin, il y a tout un parcours. Et c'est là qu'on peut se poser la question de savoir si jusqu'où vont les souterrains, et n'irait-il pas jusqu'à Bugarache? Mais là, je n'ai pas la réponse. La seule chose que je peux dire, c'est que pour qu'ils aillent à Bugarache, il fallait que les extraterrestres qui étaient dans cette base aient une connexion et soient aussi les mêmes qui étaient dans une des 3 bases qui est à Bugarache. Et ça, on ne sait pas. Donc, les souterrains qu'on a découverts à Bugarache, sont-ils connectés ou pas? Je n'ai pas la réponse. Alors voilà un détail de la salle, avec les tables qui sont en demi-cercle autour d'une estrade, avec un appareil tout à fait bizarre qui est au milieu, et puis l'écran où se projettent ces images extraordinaires. Alors ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, Busheghi a été découvert, mais est-ce que vous avez entendu dire beaucoup de choses sur la base en Irak? Pas grand-chose, hein. Alors moi, je cherche vainement, depuis que j'avais pris l'engagement de faire cette conférence. C'est impossible. Il y a visiblement 2 hypothèses. La première, je vous en ai déjà parlé, c'est que peut-être cette base se situe
dans les ruines de Babylone, ce qui paraîtrait assez logique, mais il y a aussi une autre possibilité, c'est la première qui est inscrite là. En fait, c'est dans une ville qui était sur la protection d'un dieu sumérien qui est Marduk, coïncidence, et Saddam Hussein en aurait fait sa nouvelle capitale, mais j'ai jamais entendu parler de ça, et elle serait non loin d'une base extraterrestre. Et il y a une photo qui est là, qui court, que j'ai trouvé sur Internet, dont on dit que ce serait peut-être la base, mais je dis bien qui serait peut-être la base. On sait que c'est dans un endroit montagneux avec des falaises, ce qui paraît assez logique quand on connaît un peu Busségui et un peu Bugarache, mais on n'en sait pas plus. Et on arrive forcément aux conclusions, ce qui vous démontre quand même que j'avais pas grand-chose à vous raconter sur cette histoire, parce que franchement, on est au début, je pense qu'on en apprendra beaucoup plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire aujourd'hui? C'est que les deux monts, Bugarache et Busségui, ont été habités par des extraterrestres, visiblement de races différentes. Là, on a suffisamment de témoignages, et à des époques différentes. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est sont-elles toujours habitées? En 2000, quand Jean de Rigny est parti, visiblement, elles étaient encore habitées. Il y avait suffisamment de phénomènes pour penser qu'elles étaient habitées. Quant à la base de Busségui qui a été investie, on n'a pas trouvé d'extraterrestres vivants. Par contre, on a trouvé des squelettes dans un cimetière qui n'est pas très éloigné, dans une des villes qui est autour de Busségui. Tout à fait par hasard, un paysan plantait des pommiers et il est tombé sur ce qui était sans doute un cimetière avec des gens qui faisaient, des squelettes qui faisaient au moins 3 mètres. Donc ça corrobore un peu ces tables de 2,50 m qui étaient utilisées par des gens qui étaient grands. Alors cette histoire de géant, elle a fait beaucoup jaser. Il faut savoir quand même qu'en France, il semble-t-il que ça soit assez vrai, il a été trouvé dans le sud de la France des squelettes de 7 mètres. Voilà, alors je vous livre ça. Oui, c'est immense, donc on peut se poser la question. Ça paraît sérieux. Moi, je ne les ai pas vus, donc je fais que vous rapporter l'histoire. Ce qu'on sait avant, c'est que l'action de la Lune, qui était beaucoup plus importante que maintenant, et qui était plus importante même que le Soleil, faisait que l'apesanteur était différente, et que donc la nature était plus grande, les animaux étaient plus grands, et les êtres humains étaient plus grands. D'où l'histoire des dinosaures, des arbres gigantesques, et donc pourquoi pas des hommes. C'est pas complètement délirant. Alors ça, on peut penser que la Fédération Galactique nous en apprendra un peu plus dans les années ou les siècles qui arrivent. Alors les habitants de Bugarache, c'est très clair, c'est Jean de Rigny a croisé des gens qui étaient grands et blonds et il a dit qu'ils ressemblaient à Adamski. Adamski, c'est un abducté célèbre américain, un des premiers. Et ce fameux Adamski a rencontré quelqu'un que vous connaissez au moins de nom, qui est passé à Rennes-les-Bains. En fait, il a rencontré Jean XXIII. On raconte, il y a eu un livre qui a été écrit dessus, que Jean XXIII était très branché sur les extraterrestres et qu'à Castel Gandolfo, qui est la résidence d'été des papes, il a rencontré les extraterrestres et qu'il a rencontré Adamski. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que Jean XXIII, avant d'être le pape que vous connaissez, qui a bouleversé l'Église catholique et ses rites, était nonce apostolique en France, sous le nom de Roncalli, et qu'il est venu un certain nombre de fois à Rennes-les-Bains, et là je peux témoigner parce que j'ai des témoignages, et qu'en fait il prétendait voir sa grand-mère ou quelqu'un de sa famille qui était dans le coin, et qui partait dans de longues promenades dans la région. Et pourquoi je vous dis que j'ai des preuves? Parce que quand en 57 je suis arrivé là, j'avais sympathisé avec le curé de Rennes-les-Bains, en tout bien tout honneur, il n'y a pas de sous-entendu dans ce que je vais dire. Il était très sympathique et il avait une admiration pour Jean XXIII et il m'avait bassiné, parce que souvent j'allais me promener avec lui, il m'avait bassiné sur Jean XXIII en me disant que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Alors il m'avait confié sous le sceau du secret une image sainte à mettre dans mon missel et vraiment pour lui Jean XXIII, et c'est là qu'il m'avait expliqué qu'il connaissait Jean XXIII, qu'il avait rencontré et qu'il était venu à Rennes-les-Bains. Donc c'est pas des histoires, là c'est très clair. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces deux sites sont antérieurs au déluge. Alors j'ai mis déluge parce que c'est le mot qui est utilisé dans la Bible, mais je répète que c'est pas un déluge, c'est un raz-de-marée,
qui là, aujourd'hui, on est quasiment sûr que la date est exacte, c'est moins de 9600 ans avant Jésus-Christ. Beaucoup de gens l'ont dit. Là encore, le célèbre médium Edgar Cayce l'a expliqué en long, en large. Les gens qu'a rencontré Roscoe dans sa folle nuit, un soir d'été au-dessus de Nîmes, lui ont confirmé aussi que c'était dans cette date-là. Donc le déluge est bien quelque chose de réel et que c'est pas un fantasme. Les deux sites, aussi bien Bugarache que le mont Busségui, ont été donc découpés. Ce sont des monts naturels, ce ne sont pas des monts artificiels, mais l'intérieur a été découpé à l'aide de laser et qu'ils ont tous, les deux ont été protégés par des dômes de protection, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc il ne faut pas rêver, on ne peut pas rentrer comme ça, comme dans un magasin, c'est protégé. Et les deux le sont de la même façon. Donc on peut aussi se poser des questions en se disant si les techniques sont les mêmes, est-ce que les hommes ne sont pas les mêmes? Mais là, encore, ça reste que des hypothèses. Donc l'entrée des deux sites était protégée par des barrières énergétiques. La mort de Bétex en est aussi un témoignage. Moi-même, au cours de mes recherches, j'ai trouvé des entrées dans lesquelles je me suis enfoncé à mes risques et périls. Et à l'époque, j'étais en contact avec le fameux Robert Lortal, qui donc avait une expérience, et qui m'avait dit « Philippe, il faut que tu arrêtes tes conneries, parce que là, tu joues avec ta peau, et il ne faut pas que tu ailles trop loin. De toute façon, tu ne pourras pas aller. À mon avis, psychiquement, spirituellement, tu n'es vraiment pas au niveau. » Dure nouvelle pour moi. Et donc, on est allé très loin sous terre, dans cette région de la Salse. Et j'ai fait demi-tour à un moment, parce que j'ai eu le sentiment qu'on n'était pas très loin d'une entrée. Et je ne sais pas pourquoi, c'est comme l'inconscient qui m'a dit non, il faut faire demi-tour. Et alors c'est très amusant, parce que j'étais persuadé que j'allais trouver un tunnel avec la description qui a été donnée sur le mont Busségui, avec des barrières et des rideaux bleuâtres. Je ne sais pas pourquoi, c'est intuitif, j'avais cette idée-là, et après je suis tombé sur les documents du Busségui, où effectivement ils disent qu'il y a des barrières énergétiques à ne pas dépasser. Et donc moi j'ai rien trouvé non plus, personnellement. Alors le Busségui, au départ, c'était en fait un échangeur pour les souterrains dont on a parlé tout à l'heure. Et en fait, dans le temps, la vocation de cette coupole a changé et c'est devenu en fait un conservatoire du passé. C'est là qu'a été installée toutes ces tables qui permettent d'avoir accès à toutes nos civilisations et à toute l'histoire de la Terre et de bien d'autres planètes et de bien d'autres êtres extraterrestres. Alors, communique-t-elle par des souterrains ? Par des souterrains, je ne suis pas vraiment persuadé, parce qu'effectivement, il y a des légendes que la Terre entière est traversée par des souterrains. Par contre, il y a bien d'autres moyens qu'utilisent les extraterrestres pour se déplacer, qu'a sans doute utilisé aussi Jésus s'il est venu au mont Bugarache, et c'est pour ça qu'il était là, puisqu'en fait, pour moi, il n'y a pas de doute, c'est vraiment une porte spatio-temporelle pour aller sur Orion. Et sur Orion, en fait, il y a... Alors ça, c'est pour moi aussi une découverte. Orion, c'est pas une étoile, c'est une constellation de laquelle Sirius fait partie. Et il y a différentes races d'extraterrestres qui collaborent, qui sont ennemis, et qui auraient participé à la création et à l'évolution de l'être humain. Ma conclusion pour finir, c'est qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'informations qui permettent de dire qu'on est effectivement passé dans l'ère du Verseau, et cette ère du Verseau, c'est une ère de révolution, c'est donc ce qu'on appelle l'apocalypse. Mais c'est pas l'apocalypse tel qu'on peut l'attendre, qui arrive avec tambour et trompette, ça va être un mouvement qui risque d'être long, patient, et qui va demander beaucoup d'énergie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et aussi l'entente et l'écoute de tous les gens, pour qu'on puisse avancer et découvrir ce qui nous attend, ce qui a été notre passé et ce qui sera notre futur. Et notre futur, il n'est pas encore écrit, en tout cas pas avec la notion de temps qu'on a aujourd'hui, mais on va nous le faire, ce futur. Donc évidemment, il faut prendre quelques précautions et méditer sur le sujet. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. J'espère que vous avez trouvé des choses intéressantes. En tout cas, surtout ceux qui ne connaissent pas le Busségui, achetez les bouquins. Si vous arrivez à trouver le bouquin de Roscoe, pour moi, c'est un bouquin incontournable. Et puis après, poursuivez vos recherches.
Faites le tri entre les bonnes et les mauvaises informations, c'est compliqué, mais il y a beaucoup de choses à découvrir. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, et vous souhaiter une bonne fin de soirée.